je vais vous expliquer la roadmap pour aller vraiment de 0 à 500 000 euros par mois. J'aimerais vous expliquer comment faire pour aller à 1 million d'euros par mois. On n'a pas encore réussi à le faire. J'espère qu'on va réussir à le faire bientôt. Mais bon, déjà, il y a un petit peu de taf pour y aller. Et ce que j'ai fait, c'est que je vais vous présenter à chaque fois comment moi je le referais aussi, si c'était à refaire, et comment moi et Edouard on l'a fait. Comme ça, voilà, il y a aussi je vous partage aussi les erreurs qu'on a faites. Peut-être que ça peut vous aider. Oui, évidemment, ça marche, hein, même si vous voulez pas aller jusqu'à 500 000 euros par mois, parce que je sais que c'est pas forcément l'objectif de tout le monde. Mais bon, qui peut le plus, peut le moins. Aussi, ce que je veux dire, c'est que, en fait, ce que je vais vous montrer ici, ça marche pour plein de types d'activités différentes que vous fassiez. Donc, nous, on est très bon. Produit high ticket, j'ai mis high ticket, j'ai mis supérieur à 1000 euros, mais ouais, ça peut être 2000, ça peut être 3000. Bon, l'important, c'est que ce ne soit pas juste quelques centaines d'euros. Donc, vente par téléphone ou par Zoom, donc du closing. Et en fait, bon, là, je sais que la majorité des gens ici ils sont coach, formation en ligne, thérapeute, mais en réalité, ça marche pour des agences, parce que je sais qu'il y a de plus en plus là qui essaient de nous rejoindre. Et j'ai vu aux États-Unis, ce qui était assez intéressant, c'est que du coup, tout ce qu'on apprend là sur la partie ads, sur la partie closing, et ben finalement, ils le remettent, ils l'utilisent dans d'autres industries, comme par exemple celle du médical ou les startups un petit peu tech, et ça marche vraiment super, super bien. Donc, quand vous dites que par exemple vous allez apprendre à vendre, et ben en fait c'est quand même un skill que vous allez développer, une compétence que vous allez développer qui est assez incroyable, avec laquelle vous allez pouvoir gagner beaucoup beaucoup d'argent. Et pareil avec la partie sales. Et il y a des personnes que je connais qui sont sur le point, qui sont en tout cas sur le bon chemin pour devenir milliardaires. Et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils ont pris les skills, les compétences qu'ils avaient appris voilà dans notre domaine, notamment ads, sales. Ensuite ils disent ok ads, sales. Et par exemple je vais dans le domaine du médical. Et alors là, ça fait franchement des résultats extraordinaires. Donc, étape 1, ce que j'appelle le product market fit. Donc ça, c'est quand vous êtes de 0 à 10 000 euros par mois. Donc, c'est le tout début. Le truc le plus important à garder en tête, c'est cette phrase de Paul Graham. Paul Graham, c'est un Américain, hein, c'est un investisseur, un entrepreneur qui a créé quelque chose qui s'appelle le Y Combinator et en fait qui va aider beaucoup de startups à se lancer, mais notamment les plus grosses du monde. Par exemple, Airbnb, quand ils se sont lancés, ils sont passés par Paul Graham et Y Combinator. Je crois que Stripe, que beaucoup utilisent ici, ils sont passés par Y Combinator aussi. Et Paul Graham, le conseil, et vraiment qui rabâche apparemment tout le temps, tout le temps, tout le temps à toutes les startups, c'est ça, c'est make something people want. Donc vraiment, faites quelque chose que les gens veulent. Et je pense que même nous avec Edouard, on se pose toujours cette question-là. Ok, on essaie d'être juste plus attentif à ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que les gens ils veulent vraiment? Donc pour ça, on essaie d'avoir une méthode un petit peu scientifique. C'est-à-dire au début, tout part d'une hypothèse. Vous vous dites, ok, je pense que ça pourrait marcher. Moi, je me souviens quand j'avais l'académie en tête, je me suis dit, ah, je pense que les thérapeutes, ils auraient besoin d'aide pour, je sais pas, faire leur Google Ads. Je pense que les thérapeutes, ils auraient besoin d'aide pour faire leur site internet. Donc toujours avoir une hypothèse. Si vous n'avez pas de clients, vous faites une petite étude de marché. Alors, je ne sais pas si, enfin, si vous changez de niche, ça c'est toujours bien à faire. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait quand j'ai lancé, avant de lancer l'académie, j'avais interviewé 30 personnes. Je crois que dans Ascension, à un moment, je mets exactement en plus les questions que je posais pour faire une vraie étude de marché. Je l'ai fait pour l'académie et quand j'ai lancé Ascension, avant de le lancer, alors je ne l'ai pas fait avec 30 personnes, mais je l'ai refait avec quand même au moins une dizaine de personnes pour vraiment comprendre, OK, qu'est-ce que c'est leur peur, qu'est-ce que c'est leur désir, qu'est-ce que c'est leurs besoins, qu'est-ce que c'est que qu'ils veulent finalement. Et c'est important de le faire parce que, et surtout d'avoir les gens au téléphone. Je sais, des fois, ça va prendre 5 minutes, des fois, ça va prendre 10 minutes. Moi, j'avais réussi à avoir des calls de plus d'une heure avec des psychologues et de pas faire. Je sais qu'il y en a, des fois, ils essaient de faire des sondages, des trucs comme ça, mais en fait, les gens, ils vont vous dire la réalité que déjà quand vous les avez en live et surtout pas forcément tout de suite. C'est pour ça, moi, j'essayais de faire des calls qui étaient assez longs pour qu'au début, on gagne un peu la confiance de la personne. Et après, quand vous lui posez des questions comme mais qu'est-ce que c'est vraiment qui t'empêche de dormir le soir? Là, elle va vous dire, elle va un peu plus s'ouvrir. Donc, ça, très important. Et surtout, c'est dans ces moments-là, en fait, que vous allez trouver les bons messages à faire, à mettre sur vos pubs, dans votre VSL, etc. Donc ça, ne jamais sous-estimer la puissance de faire ça. Si vous avez des clients, là, je l'ai mis ici parce que je sais qu'il y en a qui ont
un cabinet qui marche déjà, c'est très important c'est beaucoup plus simple en fait de partir de quelque chose qui marche que de partir de quelque chose qui marche pas. Et du coup, des fois, il y a des thérapeutes, quand ils arrivent dans l'ascension, ils veulent complètement changer. Des fois, ça peut être bien, mais il faut toujours essayer de repartir de quelque chose qui marche. Un très bon, et c'est marrant parce que c'est une erreur qu'avec Edouard, on aurait souvent pu faire. Et par exemple, quand on a voulu lancer Ascension, avec Edouard, c'est vraiment bête quand j'y repense, mais on voulait lancer Ascension directement, mais aux États-Unis. En fait, on voulait lancer un mastermind américain. Et en fait, vraiment, on avait du coup notre coach, hein, Sam Ovens, dont je parle souvent. Et vraiment, il nous a dit, faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça. Et à chaque fois qu'on allait en call, on lui disait, ah, je pense qu'on va faire ça et faites, surtout faites pas ça. Ah, je pense qu'on va faire ça, faites, surtout faites pas ça. Et il nous a dit, tu dois lancer un mastermind sur en fait ton académie. Il disait, c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois faire. Et je sais pas pourquoi, mais avec Edouard, on avait cette idée que ça marcherait pas. Et on avait plein de croyances limitantes par rapport à ça. Et juste, il nous a rabâché, faites-le, faites-le, faites-le. Et il me disait, mais est-ce que tu as parlé à tes clients? Est-ce que tu as fait là l'étude de marché avec les interviews? Et c'est vrai que je l'avais pas fait. Et après, quand j'ai commencé à le faire, je fais, ah, je pense qu'en fait, c'est vrai que ça peut peut-être marcher. Donc, c'est super important et c'est toujours de repartir de quelque chose qui marche déjà un petit peu. Faites quelque chose que les gens veulent et pitchez ce que vous faites jusqu'à ce que vous sentiez que ça prend. Vous savez, dans les sales calls, alors je ne sais pas si vous le faites bien, mais moi, c'est un truc qui m'avait vraiment beaucoup, beaucoup aidé au début. Vous savez, je dis quelles sont mes émotions, qu'est-ce que j'ai ressenti, mais je dis c'est quoi les analogies qui ont marché, c'est quoi les métaphores qui ont marché, c'est quoi les choses qui n'ont pas marché, à quel moment est-ce que j'ai senti que la personne, son énergie, elle augmentait, à quel moment j'ai senti que son énergie, elle baissait. Et en fait, ça, c'est super important. Et c'est ça quand je dis, voilà, pitcher jusqu'à ce que vous sentiez que vraiment, il y a quelque chose qui prenne. Vous dites, ah ça, j'ai l'impression que ça prend son intérêt. Même si au début, vous n'arrivez pas à closer, juste réussir à sentir ces choses-là. Donc, réussir dans un premier temps à vendre à des gens qui vous connaissent. Donc, je dis au moins trois. Donc, au début, ça peut être des anciens clients, ça peut être des amis d'amis, ça peut être Instagram, ça peut être Facebook. Vous savez, je donne dans Ascension exactement ce qu'il faut faire, la séquence que nous, on a utilisée quand on a fait Ascension. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, pendant un mois, je suis en mode lancement, promotion, et j'en parle partout. Et c'est à peu près sûr que normalement, il y a au moins, je ne sais pas, des amis d'amis ou des personnes qui vont trouver. Quand j'ai lancé l'académie aussi, c'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, Florence, oui, une des premières élèves de l'académie qu'on a souvent beaucoup mis en avant, eh ben, elle est venue grâce à un post Facebook que j'avais fait. Donc, ça a marché pour l'académie, ça a marché pour Ascension. Moi, je pense que pour avoir ses premiers clients, ça, c'est bien. Et surtout, l'organique, ça permet de valider votre message, de bien comprendre voilà, les réponses à ces questions. Bon, il y a un fichier dans Ascension qui s'appelle les 10 questions les plus importantes. Donc, reprenez-les bien. Mais ça, douleur, plaisir, qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit, etc. Ça, mes questions favorites. Et donc, à ce moment-là, l'idée, c'est vraiment d'être obsédé par le fait de faire juste ces trois premières ventes. Donc, la preuve de concept. Et ensuite, de construire le produit. Très important de faire les choses dans, euh, dans ce sens-là. Euh, du coup, si on devait résumer en termes de, et toutes les slides, je vais les faire comme ça. Marketing, sales, produit, team. Comme ça vous permet de bien catégoriser à quel moment, à quel endroit vous rattachez telle chose. Donc, je trouve qu'en termes de marketing, il faut être un petit peu dans ce mindset de fanatical prospecting. Donc, on essaie d'être obsédé par ça et d'être un petit peu fanatique. Fanatical prospecting, c'est le nom d'un livre de vente. Et moi, je me souviens quand j'étais à zéro, je l'avais lu et je fais, vas-y, j'essaie d'être fanatique. Et nos premiers clients avec Edouard, on les avait eu comme ça. Une par LinkedIn, une par Facebook et une par cold email. Ouais, c'était pas SMS, c'était cold email. Donc, en termes de sales, là, l'objectif, c'est de réussir à avoir trois clients. Produit, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué pour être sûr de ne pas créer quelque chose que les gens ne veulent pas. On le vend avant. Et surtout, n'ayez pas peur de vendre quelque chose qui n'existe pas en vous disant que de toute façon, même si la personne n'est pas du tout contente, vous pourrez toujours la rembourser. Donc, il n'y a aucun risque, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à vendre, limite à survendre, parce que de toute façon, si la personne n'est pas contente, vous pouvez toujours rembourser, même si si vous vous rendez compte, par exemple, que, je ne sais pas, vous n'avez pas du tout le temps de faire le programme, et ben, à ce moment-là, vous pouvez toujours rembourser. Mais le plus important, c'est de réussir à vendre. Donc à ce moment-là, au niveau de la team, c'est très facile. Vous êtes tout seul.
comment est-ce qu'on avait fait avec Edouard? Donc, ouais, un client par cold email, un par Facebook, un par LinkedIn. Les 3 premières ventes que j'avais fait, je me souviens, c'était 3 clients à 1 500 euros. Alors, c'était des paiements en 3-4 fois. J'avais capté quand même qu'il fallait pas faire des paiements en 12 fois. Donc, si j'envoie faire ça ici, c'est évité. Mais c'est vrai qu'il y avait pas, c'était beaucoup des paiements en 3-4 fois quand même. Euh, et c'était sur de l'organique. J'ai dit 1 500 parce qu'après, j'ai essayé, hein. J'ai fait 1 500, 1 500. Et après, je suis remonté parce que j'ai compris que baisser le prix, ça changeait rien, qu'il fallait juste que je devienne un meilleur closer et que c'était ça le problème. Euh, pour le coup, le produit, j'avais un petit peu triché parce que j'avais fait le produit à l'avance. J'avais fait l'erreur que je vous dis justement de ne pas faire. Aussi pour vous montrer que si vous le faites à l'avance, c'est pas genre dramatique, dramatique. Mais je me souviens que c'était pendant le confinement et j'avais passé 2 mois dessus. Mais justement, hein, c'était une erreur parce que j'avais passé 2 mois à le faire et après j'essayais de trouver des clients et j'en trouvais pas. Donc je me suis dit, ça se trouve, j'ai pas du tout visé juste. Et donc ce qu'on faisait, voilà, c'était juste de l'organique. Donc Edouard, il s'occupait de cold email. Moi, je faisais LinkedIn, Facebook, SMS et je faisais les quelques sales calls qu'on avait, qui étaient des sales calls pas faciles parce que les gens passaient pas par la VSL à ce moment-là. Mais bon, ça nous avait permis de mettre le pied à l'étrier. Étape 2, ce que j'appelle Ads Market Fit. En fait, pour moi, vraiment, dans une activité, surtout dans ce type d'activité, il y a 2 grosses phases. Il y a je réussis à faire marcher les ads, je réussis pas à faire marcher les ads. En fait, je sais que quand quelqu'un réussit à faire marcher les ads et à avoir un funnel rentable, c'est genre très, très, très bon signe parce que c'est ça, en fait, qui est un peu dur à faire au début. Mais une fois que vous avez réussi à craquer ce code, vous pouvez surfer cette vague pendant très, très longtemps. Donc voilà, réussir à faire marcher les ads. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous avez le même type de personnes qui viennent à chaque fois avec les mêmes problèmes que vous allez pouvoir closer de la même façon à chaque fois. Ça, c'est très important. C'est genre personne spécifique, c'est les 3 S, les 3 S. Personne spécifique, problème spécifique et sales spécifique. Si en fait vous n'avez pas tout le temps les mêmes personnes qui viennent, alors se dire que c'est pas prévisible, c'est pas un peu systématisé, et du coup c'est pas intéressant de le faire parce que ce sera pas scalable. Et moi, ce que je veux faire, c'est juste des choses qu'on peut répéter facilement. À ce stade-là, un des gros objectifs, c'est de devenir très fort en sales, tout simplement, devenir très fort en closing, de façon à pouvoir vous retirer des sales calls plus tard. C'est pour ça que moi, par exemple, quand j'étais à cette époque-là, j'ai fait les 300 premiers sales calls et en fait, même si c'était à refaire, je pense que je resterais dans les sales calls un peu plus longtemps. Et Edouard, c'est aussi ce qu'il me disait. Il me disait, je resterai encore dans les sales calls plus longtemps pour être sûr que je vais avoir que je vais avoir poussé cette partie sales très, très, très loin. Parce qu'après, quand vous allez avoir des gens qui vont arriver dans votre team, ça va presque jamais arriver qu'un mec qui va réussir à aller plus loin que vous, en fait. Il va réussir, si vous êtes allé à 10 sur, je sais pas, si vous êtes allé à 8 sur 10, lui, il pourra aller à 7 sur 10, mais ça va être rare qu'il aille à 9 sur 10. Donc, devenir vraiment un master de la vente, 2 choses à faire, générer des calls, faire des calls, ce que je répète tout le temps, mais c'est vrai à 10 cas par mois, c'est vrai à 40 cas par mois, c'est toujours vrai à 500 cas par mois. J'ai mis de 10 à 40 000 euros par mois. Ouais, je pense, en fait, j'ai mis de 10 à 40 000 euros par mois parce que généralement, ça dépend du produit auquel vous êtes. Mais j'ai l'impression, enfin, que dans Ascension, quand les gens ils sont seuls, ils peuvent aller jusque-là au max. Quand on a des produits à 3, 4, 5 000. Et d'ailleurs, avec Edouard, bon, nous, on a été à 100 000 euros tous les deux, mais c'est justement parce qu'on était deux. C'est un peu comme si on faisait 50 000 chacun. Très important, les pièges dans lesquels ne pas tomber à ce moment-là. Être trop focus sur le succès de vos clients ou votre produit. Alors ça, c'est très contre-intuitif. Et c'est dur de le dire parce que, évidemment, l'objectif, c'est toujours de réussir à faire le meilleur produit possible. Mais en réalité, surtout quand vous en êtes à ce stade, ce qui va faire la diff, c'est pas la qualité de votre produit, mais c'est la qualité de vos ads et la qualité de vos sales. Donc, soyez pas trop focus sur le succès de vos clients. Et surtout qu'en réalité, quand on n'a que quelques dizaines de clients, en fait, on peut même pas dire si on réussit à faire un produit bien. En fait, on peut réussir qu'on a fait un produit qui est vraiment bien quand vous avez eu beaucoup, beaucoup de personnes. Par exemple, moi, à l'académie, il y a eu plus de 2000 élèves. Franchement, des résultats qui sont quand même assez exceptionnels. Un taux de refund toujours très, très, très bas. Bon, là, je me dis, OK, j'ai un très bon produit. Ascension, pareil, plus de 100 élèves, des résultats encore plus ouf,
un taux de refund encore plus bas. Et là, ok, je me dis, ok, j'ai fait un très très bon produit. Mais du coup, au début, je sais que c'est super tentant de passer beaucoup de temps sur ça, mais essayez de ne pas trop en passer. Surtout que vous allez voir ce qui va se passer, c'est que les gens ils vont arriver dans le programme et en fait, vous allez sentir les trous qu'il y a. Et au fur et à mesure, bah, vous allez juste essayer de boucher les trous en rajoutant, je sais pas, des vidéos, des choses comme ça. Et Ascension, pour le coup, c'est comme ça qu'on l'a créé. Les gens qui sont arrivés au tout début dans Ascension, bah, ils avaient évidemment, c'était pas le même format que maintenant. Mais un truc tout bête, mais par exemple, dans Ascension, au début, il y avait qu'un seul call par semaine. Et c'était moi qui faisais le call et on posait toutes les questions. Et après, je me suis dit, ah, c'est peut-être mieux quand même, on va faire un call sales, on va faire un call ad, on va faire un call généraliste. Pareil, il y a des semaines qui n'y avait pas du tout. Et dans l'académie, c'est pareil. Je me souviens quand j'avais commencé, genre tout l'organique, je l'avais pas mis. Donc voilà, faut pas aller trop loin. Tu sais, il y a une phrase, c'est le fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, qui disait, si t'as pas un peu honte de la première version que tu as lancée, c'est que tu t'es lancé trop tard. Donc, essayez de vous dire ça. Ok, là, j'ai un petit peu honte de ce que je fais, mais c'est normal. Ah oui, aussi pire que d'être trop focus sur le produit, c'est se mettre à des choses comme le branding, avoir un très joli site internet. Ça c'est vraiment useless et je sais même pas à quel moment ça devient utile pour être honnête. Quand on parle aux Américains qui font 1 million par mois, ils nous disent c'est des ads, des sales, des ads, des sales. Donc en vrai, je sais même pas s'il y a un moment. Pour le branding, nous on va commencer à travailler dessus sur le content. Et c'est juste, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas ce que ça veut dire le mot branding, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avoir un joli site internet, ça sert à rien du tout. Une erreur qu'à un moment avec Edouard, on s'est dit, ah, on va quand même refaire notre site. Et je me souviens, on avait pris un designer, ça nous a coûté quand même un petit peu d'argent. Et on s'est retrouvé finalement avec le même site internet que j'avais fait tout seul à la base, parce qu'on le trouvait finalement pas si mal. Et le seul truc qu'il nous a fait, c'est un logo. Dont on n'est pas très content d'ailleurs, donc on l'utilise presque jamais. Donc pour vous dire que vraiment, tombez pas dans ces choses-là, ça sert à rien. Il faut juste être focus sur générer des calls et faire des calls. Donc l'objectif pour vous à ce moment-là, c'est de réussir à avoir un funnel qui est rentable, donc avec un cash ROI qui est supérieur à 1,2. Si vous réussissez à faire ça, hein, et je vais le redire plusieurs fois, mais c'est comme trouver une mine d'or, hein. Un funnel qui a un ROI, un cash ROI supérieur à 1,2, c'est-à-dire que vous arrivez à closer sur du trafic à froid, et ça, c'est quand même assez ouf. En termes de marketing, en plus, c'est quand même assez facile. Je l'ai remis ici parce que bon, maintenant, j'ai l'impression que les gens dans l'ascension, ils oublient un peu moins, mais avant, je le mettais moins en avant. Quand même bien faire la séquence mail, faire les 3 broadcasts par semaine, donc les 3 newsletters, une vidéo YouTube par semaine. Ça, tout le monde devrait le faire. Et franchement, pas besoin que ça prenne de temps, mais c'est très important. Et par exemple, si vous sortez la vidéo le mercredi, vous mettez dans votre mail, vous mettez la vidéo. Ce qui est important, c'est que ça va nourrir les leads en fait qu'il y a dans votre base mail. Et, et peut-être qu'il y a personne qui va vous dire ah moi je viens grâce à la vidéo et tout, mais c'est sûr que ça va jouer. Et nous on l'a senti quand on a commencé à le faire. Franchement, c'est sûr que ça joue. Améliorer la thank you page, donc c'est la page de remerciement. Ça, je pense que c'est un truc un peu sous-côté, mais qui peut quand même bien aider. Nous, quand on l'a fait sur les États-Unis, par exemple, on avait commencé sans ça. Puis après, on a mis des customer interviews. Ça joue. Là, il n'y a pas longtemps sur la France, on l'a refaite. Je pense que ça aide. C'est pas des trucs qui sont game changer, mais c'est sûr que c'est des choses qui aident. Du coup, vous pourrez aller voir notre nouvelle thank you page sur la France. Elle est assez stylée. Sur la partie sales, avoir un conversion rate supérieur à 20% et avoir un cash collecté upfront supérieur à 30-40%. Soyez pas obsédé par le cash collecté upfront. Le plus important au début, c'est de réussir à vendre. Déjà, si vous réussissez à faire ça, c'est bien. C'est vendre sur du trafic organique. Après, réussir à vendre sur du trafic à froid. Et ensuite, on essaie d'améliorer le cash collecté upfront. Mais voilà, si vous êtes au début, je ne sais pas que vous faites un produit à 2-3 000 euros, vous pouvez faire des plans de paiement un petit peu allongés. Bon, voilà, essayez de ne pas aller sur des trucs de cash collector upfront à 10%, parce qu'en fait, ça veut dire que ça ne marchera pas vraiment. En fait, ça donne l'illusion que ça marche, mais en fait, le truc, il ne marche pas. C'est pour ça que ça peut mettre les mauvaises métriques. En termes de produits, un truc que je trouve bien à faire, c'est de se dire, ah, on va essayer d'avoir 3 très bonnes customer interviews. Le but, c'est pas d'en faire le plus possible, mais c'est d'en avoir des très quali et ensuite de viser une par mois. Nous, on a vraiment senti une grosse diff
quand avec Edouard, je me souviens, on a lancé les broadcasts. Ça veut dire que vraiment, moi, pendant 8 mois, je le faisais pas. Et le jour où on a lancé les broadcasts, on a senti qu'il y avait des calls qui venaient, qui étaient en plus des calls beaucoup plus quali. Pareil, quand on a lancé la première customer interview, je me souviens, je crois que j'avais fait Frédéric, après j'avais fait Peggy, ou je crois que j'avais fait Peggy, après j'avais fait Frédéric. Frédéric, c'était Edouard qui était dans les calls et vraiment, il le sentait, il disait, ah, ça a fait la diff. Donc ça, c'est très, très important. Et là, on a mis en place ces derniers temps un truc qui s'appelle Avis vérifié. C'est un peu comme Trustpilot, mais français. Et ça, j'ai l'impression que ça va jouer aussi. Donc, je pense que si c'était à refaire, je mettrais en place quelque chose comme ça pour essayer de collecter des avis le plus rapidement possible. Parce que ce qui joue là-dessus, c'est quand vous avez genre 100, 200 avis et ça prend un peu de temps. Donc, si vous pouvez le mettre en place plus tôt, je pense qu'on l'aurait mis en place plus rapidement. Aussi, sur la partie... vas-y, Marc. Ouais, bonne question. En vrai, c'est un peu pareil, mais le truc de avis vérifié, ce qui est pas mal, c'est que nous, ce qui est relou, c'est qu'on fait beaucoup d'ads, tu vois. Et les ads, les gens, ils aiment pas ça. Et donc, en fait, il y a des gens qui nous laissent des avis qui sont pas dans le programme, mais juste qui voient nos ads et qu'en peuvent plus. Et du coup, avec avis vérifié, normalement, tu vois, si tu leur montres bien la preuve que la personne n'est pas dans ton programme, etc., ça marche. C'est juste, tu peux un peu plus maîtriser ça, tu vois. Alors que par exemple, Google, bah, les gens, ils peuvent laisser les avis qu'ils veulent. Mais en soi, que ce soit Trustpilot, avis vérifié, Google My Business, tous sont bien. Toi, ma mère, elle est psy, elle utilise que Google My Business, c'est très bien. Mais c'est juste, tu peux moins maîtriser, en fait. Au niveau de la team, alors ça, c'est quelque chose qui est sous-coté, mais que je vais plus pousser dans l'ascension quand même. Si vous êtes, je sais pas, à 10, 30, 20, 30, 40, si vous êtes à 40 000 euros par mois, c'est sûr que si vous le faites, moi, je pense que si j'étais à 10 000 euros par mois, c'est quelque chose que je ferais direct. C'est d'avoir une femme de ménage, quelqu'un qui vous fait la cuisine et quelqu'un qui est un peu votre assistant personnel. Franchement, ça coûte pas aussi cher que ce que les gens y pensent. Et moi, je sais que quand je racontais aux gens que je disais que j'avais un chef cuisinier, c'était Guillaume qui est au fond de la salle. Et du coup, les gens, ils s'imaginent tout de suite que c'est un truc de ouf, que ça a coûté super cher, alors qu'en fait, c'est juste quelqu'un qui vous fait de la cuisine classique. Mais vraiment, le fait de se sortir de la tête, de faire les courses, de faire à manger. En fait, le truc, c'est que faire à manger le midi, faire à manger le soir, ça prend du temps, ça prend de l'espace mental, il faut faire la vaisselle. C'est en fait du temps vraiment gâché versus, je sais pas, réfléchir aux ads. En fait, ça qui est important aussi de comprendre, c'est que on peut pas penser à deux choses en même temps. Et du coup, moi, je préfère que mes pensées, elles soient sur comment j'améliore cette ad plutôt que genre, ah, qu'est-ce que je vais manger à midi. Donc ça, si vous pouvez le déléguer, c'est très bien. Euh, Idéalement, vous pouvez avoir quelqu'un qui fait tout. Nous, je me souviens, bah, c'était Guillaume. Au début, il venait juste faire le ménage. Après, on lui a demandé de faire la cuisine. Et après, je me souviens, je lui ai dit, ton job, c'est que, genre, tous les midis, j'ai telle salade et tous les soirs, j'ai telle salade. Et tu te débrouilles pour faire comme tu veux. Faut que le frigo, il soit rempli. Je sais pas, tu fais comme tu veux. Mais voilà, faut juste que le résultat soit là. Et après, qui est devenu, et logiquement, hein, ça peut être un peu la même personne qui devient assistant personnel, donc qui gère les rendez-vous avec le médecin, le coiffeur, les choses comme ça. Tous les trucs qui sont un petit peu chronophages, mais qui servent à rien. Je me souviens qu'une fois, on avait, je sais plus, on faisait les démarches avec Edouard pour être Calliope. Quand on était en France, on avait fait ça et on avait pris quelqu'un qui s'en occupait. Et la fille, elle nous avait dit, on faisait un zoom avec elle, elle nous a dit, ouais, bah du coup, il faut juste que vous alliez envoyer ça à la poste. Et Edouard, il a fait, attends, non, moi, je vais pas à la poste, tu peux pas le faire, toi. Elle a dit, ah, ok, mais du coup, ça coûte genre tant en plus. On a fait, ok, on va te payer, mais nous, on va pas à la poste. Et vraiment, genre, parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps inutile. Donc, femme de ménage, cuisine, assistante personnelle. Et après, assez rapidement, ça dépend où est-ce que vous en êtes, si vous êtes plus près des 10 000 ou plus près des 40 000. Si vous êtes plus près des 40 000, moi, je pense que c'est sûr qu'il faut le faire. C'est un peu assistant virtuel qui va faire toutes les tâches admin qui prennent du temps dans votre activité, c'est-à-dire remplir les tracking sheets, répondre à des mails. Nous, il y a quelqu'un dont c'est le taf à plein temps aujourd'hui de juste remplir des tracking sheets, hein. Donc, très important. Et idéalement, ça peut être un peu la même personne, hein. Si vous sentez que vous avez un bon fit avec elle, ça peut être, on dit, un peu assistant personnel et après assistant exécutif ou aussi ops person. Des métriques qui sont bien. Alors, je sais que pour l'instant, dans Ascension, j'en ai pas parlé trop de ces métriques-là, mais j'ai fait une vidéo que je vais sortir dans pas très longtemps
qui permettent un peu de savoir au niveau de votre activité ce que vous êtes bien et ce que vous n'êtes pas bien. En fait, avec Edouard, ça fait pas très longtemps qu'on l'a mis en place aussi, donc je voulais être sûr de bien le maîtriser. Mais en fait, il y a 4 métriques qu'on calcule, c'est le net operating profit, les dépenses marketing, les dépenses labor, c'est salarié, exactement, et overhead, c'est un peu tout ce qui est tech. Je sais pas si par exemple on va dans des masterminds, etc. On les met dans cette ou non, pas dans les. Si dans les masterminds ça pourrait aller, mais par exemple, je sais pas, on a un comptable, on a un avocat de façon un petit peu ponctuelle, on les met dans overhead. Et et ça, on a commencé à le mettre en place il y a pas très longtemps, et je trouve que c'est vraiment bien. Ça donne un peu de clarté. Et en fait, ça peut vous donner, genre, vous dire, ah, ok, est-ce que là, je suis bien? Est-ce que je suis très, très bien? Ok, là, je pense que je devrais embaucher quelqu'un, mais est-ce que j'ai vraiment la place de le faire? Bah, franchement, vous avez juste à suivre ces KPI. Et je trouve que ouais, moi, je suis très finance à la base. Et c'est peut-être aussi pour ça que je suis un peu obsédé par ce genre de métriques. Mais je trouve que la vie, elle est un peu plus simple comme ça. Et vous voyez des métriques comme le net operating profit. Bah, nous, dans la team, il y a beaucoup de personnes qui sont incentivées sur le net operating profit. Donc, pour ceux qui sont un peu chauds en finance, c'est pas l'EBITDA, c'est pas des choses comme ça. C'est juste très spécifique à notre type d'activité. Et c'est à peu près les ranges. Bon, après, si imaginons vous les calculez et vous n'êtes pas exactement dedans, c'est pas grave parce que ça peut dépendre de votre niche, etc. Mais c'est des bonnes choses à avoir en tête. Au niveau de la partie un petit peu technique, c'est quand même bien d'en parler. Donc, parce que des fois, j'en vois qui utilisent toujours pas de CRM alors qu'ils sont, je sais pas, à 40, 50K. Je pense qu'à un moment, c'est quand même bien, vous savez, d'avoir quelque chose dans lequel les leads ils tombent, que vous pouvez rappeler, etc. Donc, nous, on utilise close.com. Je pense que si vous recommencez, il y a un truc qui s'appelle HubSpot qui peut être pas mal. Je pense même qu'il est mieux. C'était à faire, on utiliserait peut-être HubSpot, mais qui est plus complexe à prendre en main. Donc, nous, on est sur close.com. Aeros, ça, en vrai, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout, hein, nous, quand on s'est lancé. D'ailleurs, le mec, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Aeros, Alex Baker, Aeros, il l'a vendu 150 millions de dollars. C'est un Américain qui était dans le même mastermind que moi et Edouard aux États-Unis. Et en fait, c'est assez intéressant parce que je vous disais au début de la présentation, il y a des personnes, ils arrivent à prendre les compétences qu'ils ont développées en pub, qu'ils ont développées en vente et qui viennent le mettre sur des startups, des domaines très différents. Et du coup, lui, à la base, je ne sais plus ce que c'était sa niche, je crois, il était dans l'e-commerce. Et du coup, il a pris ses skills en ads, ses skills en sales, et il a créé une startup très tech qu'il a revendu 150 millions. Donc, vous voyez, les compétences que vous apprenez ici, elles ont beaucoup de valeur. Et lui, en plus, il est malin parce qu'il a pris un problème, il a réussi à résoudre un problème que il a vu que dans cette industrie-là, les gens n'arrivaient pas à traquer, en fait. À se dire, OK, est-ce que quand cette personne, en fait, elle signe, est-ce qu'elle vient du mail, est-ce qu'elle vient de l'ADS, lequel est-ce qu'elle a vu en premier, est-ce qu'elle vient de ma chaîne YouTube, etc. Et ça, c'est quand même, nous, ça, je dirais que c'est game changer. Donc, je sais qu'en plus, Aeros, maintenant, ça coûte moins cher qu'au tout début. Je sais pas, si vous êtes à. Ça dépend. Je sais pas, si je pense que vous êtes autour de 20 000 euros par mois, ça peut être très bien de le mettre en place. Pour la gestion financière, alors là, moi, j'ai vraiment sorti la Rolls-Royce. Je me suis dit direct, on va mettre la machine de guerre. C'est un logiciel qui s'appelle Agicap. Je vois que tous mes potes, ils m'ont dit non, normalement, ça, c'est des boîtes qui font plusieurs dizaines de millions qui l'utilisent. On faisait 100K par mois. Je fais, je veux le meilleur. Et du coup, on utilise Agicap. Et tout est sur Agicap. Et franchement, c'est vraiment bien. Et c'est comme ça que moi, je calcule les métriques du dessus. Et que tous les jours, je calcule le profit. Donc, je sais exactement tous les jours ces métriques, comment elles sont. Et ce qui est assez rare dans notre type d'activité, la partie finance, c'est généralement des parties que les entrepreneurs ils laissent de côté. Je ne sais pas pourquoi ça leur fait super peur, alors qu'en vrai, c'est juste des additions et des soustractions et des divisions. Donc, Agicap, school.com, ça vous connaissez tous. Google Sheets, en vrai, on l'utilise énormément. Et après, Zapier, pour faire des connexions entre les différentes choses. Ce qui est important de voir, c'est que voilà, finalement, il n'y en a pas énormément non plus. Et je sais que des fois, il y a des gens qui me posent des questions sur ah, est-ce que tu as vu ce logiciel, blablabla, etc. Et il y a plein de logiciels qui existent qui peuvent faire des choses très, très complexes. Mais des fois, il faut juste garder les choses simples. Et en vrai, juste avec ça, bah, vous pouvez aller très loin. Et d'ailleurs, je pense que c'est à peu près aujourd'hui ce qu'on utilise encore. Donc, comment est-ce qu'on avait fait avec Edouard à cette époque-là? Je me souviens qu'on avait réussi à avoir vraiment genre autour de 3 clients.
mais on en avait trop marre parce que c'était très lent. On trouvait que ça mettait grave du temps. Donc, on a décidé de lancer des ads. Et comme j'avais pas beaucoup d'argent, c'est les jobs étudiants de Doudou qui sponsorisaient les ads. Et à un moment, on s'est dit, bon, là, on y va. On a fait le funnel en 3 jours hors VSL, parce que j'avais déjà fait la VSL avant. On a lancé les ads et on a eu le premier call qui a été booké une heure après. Et je pense qu'on a eu de la chance dans le sens où on était sur un marché qu'on appelle untapped, donc qui n'avait jamais vu des ads, qui est d'ailleurs le cas de beaucoup de personnes dans Ascension 1. Je le vois direct quand on est sur des untapped markets. Vous avez des coûts très faibles. Et donc voilà, coût du lead très faible, coût du call très très faible. Donc tout ça nous est arrivé il y a 4 ans, mais aujourd'hui, ça peut encore vous arriver. Dans les erreurs que j'avais faites, donc pas de broadcast mail. Ça, je le faisais pas. Et en plus, on faisait pas le truc avec ActiveCampaign. Donc, je pense qu'il y a des problèmes de délivrabilité. Donc, ça, c'est important de le faire le plus rapidement possible. Et aussi, un truc que je faisais pas, c'est vraiment la question des moyens financiers dans le calendrier. Donc, je pense que c'est pas trop une erreur que vous faites parce que je dis respectez bien toutes les questions, mais c'est vraiment la question la plus importante. Et je le faisais pas parce que moi, j'avais peur que les gens ils mettent tout le temps non et où je me disais, ah, si les gens ils mettent tout le temps non, bon, bah, c'est sûr que je pourrais pas leur vendre. Alors que dans la réalité, déjà, il y a des gens qui mettent j'ai accès et même les gens qui mettent je n'ai pas accès, vous pouvez quand même les closer. Nous, dans l'académie, il y a des gens qui mettent je n'ai pas accès et tous les mois, il y en a quand même beaucoup qui ont réussi à closer et c'est quand même un produit à 6 000 euros. Donc, en vrai, c'est pas parce que quelqu'un je mets je n'ai pas accès que vous pouvez pas le closer. Parce qu'en soi, la personne, le calendrier, il est quand même assez. C'est pas le calendrier le plus long du monde, mais il est quand même assez long. Il faut prendre le temps. Et je me dis, à partir du moment où la personne, elle prend le temps et même elle est en rendez-vous avec vous, c'est que quand même, il y a quelque chose, elle est motivée. Sur la partie sales, donc moi, il n'y avait personne pour m'apprendre. Donc j'ai dû me galérer un peu tout seul. Il y avait certains Américains, c'était pas aussi développé que maintenant, mais il y avait plein de subtilités quand même que je captais pas, notamment sur plein de choses différentes, mais c'est pour ça que j'avais fait des tentatives de baisse de prix, d'aller de 1000 à 500 euros. Bon, bref, des choses à pas faire. Et j'ai regardé mes statistiques quand même, j'avais vu que j'avais réussi à closer la première personne au bout de 10 calls. J'avais fait 7000 euros de chiffre d'affaires. On avait fait 7000 euros de chiffre d'affaires le premier mois de lancement des ads. Donc, c'est pas incroyable, c'est pas mauvais non plus. Après, si vous avez besoin de plus de calls pour closer, euh, c'est pas grave non plus. Closing rate, j'étais à 17%, mais je prenais tous les calls. Ça, c'est important. Il faut prendre tous les calls, surtout au début, en fait. Si vous n'avez pas beaucoup de calls, il vaut mieux prendre tous les calls, même ceux qui ne sont pas quali, parce que vous pouvez quand même en closer. Et là, j'ai mis le closing rate, mais peut-être que j'aurais pas dû le mettre, parce que je veux pas que vous soyez obsédé par ça. Le plus important, c'est le nombre d'unités que vous réussissez à vendre. Donc, c'est une métrique parmi d'autres, mais la plus importante, c'est, OK, combien est-ce que j'ai de personnes je réussis à vendre? Moi, je faisais 4 calls par jour, donc 4 schedule calls. C'est-à-dire que des fois, il peut y avoir des no-shows. Et je faisais 10h, 11h, 11h midi, midi 13h, 13h, 14h, parce que j'avais pas l'énergie d'en faire plus. Surtout que je faisais beaucoup de R2 dans l'après-midi et qu'après, je devais répondre aux questions des gens, faire améliorer le programme, etc. Et je pense qu'en vrai, essayer de viser 4-5 schedule calls par jour, en vrai, je pense que c'est dur de faire plus de 4-5 live calls par jour. Et aller au-dessus de 4-5 live calls, c'est presque too much parce que à un moment, c'est sûr, vous pouvez plus être connecté avec la personne de la même façon. Donc, vous allez faire des calls, générer des calls qui sont pas utiles. Et nous, je pense que par exemple, dans la team, des fois, il y a des mecs des closers qui ouvraient genre leur calendrier, genre qui prenaient 12 live calls. Et en vrai, je pense que c'est une erreur. On n'aurait pas dû laisser faire ça. Peut-être pas 12, mais vraiment too much. Et parce que normal, quand on est un closer, on se dit c'est plus facile de close. Ils vont juste me donner des rendez-vous, etc. Et je vais juste, comme ça, c'est plus facile de closer quand j'ai des nouveaux. Mais bon, l'important, c'est de réussir à être focus et de bien se donner sur tous les calls. Et les calls, des fois, ils vont être en mode facile, des fois, ils vont être en mode difficile. Mode difficile, c'est quand le calendrier, il est pas très bon. Mais on peut quand même réussir à les closer et c'est le fait de closer dans des modes difficiles qui va vous rendre vraiment fort. Un truc qui m'avait beaucoup aidé, c'est le jour où j'ai compris qu'on n'était pas obligé de faire que des one call close. Parce qu'à cette époque-là, moi, ce qu'on m'avait appris, c'est la personne, elle dit oui maintenant, ou si elle dit pas oui maintenant, c'est non. Et en fait, après, j'ai capté qu'il y avait des petites subtilités et que des fois, la personne, elle n'était pas complètement prête. Et donc, c'est bien de faire des R2. Et moi, tous les R2 que je faisais, c'était vraiment
Je sais pas, si par exemple j'avais la personne en call à 10 heures du matin, j'essayais de faire le R2 à 11h45, mais vraiment le faire très 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 proche, parce que la personne, elle va être dans un certain état émotionnel, et du coup, il faut quand même un peu jouer là-dessus. Et je sais qu'à chaque fois que je laissais passer une nuit, ça redescendait, c'était relou, il fallait tout recommencer. Donc, plus vous laissez passer de temps entre le premier rendez-vous et le deuxième rendez-vous, plus la chance de closer diminue. Au niveau du produit, ce que je faisais, ouais, j'essayais d'améliorer le produit. Je travaillais beaucoup là-dessus beaucoup là-dessus le week-end et les réponses aux questions qui me prenaient pas mal de temps quand même. Sur la team, une erreur, enfin voilà, hein, ce que je vous ai montré ici, on n'avait rien délégué, on faisait tout nous-mêmes. Mais si c'était à refaire, évidemment, je ferais plus comme ça. Ensuite, étape 3, recrutement du premier closer. Donc, en gros, ça, c'est ce qui va vous permettre d'aller de 40 000 à 70 000 euros par mois. J'ai mis 70 000 euros par mois, mais ça pourrait être plus, ça peut être 100 000 comme vous voulez. Donc, toujours là, l'objectif, c'est de réussir à devenir, rester un master de la vente et d'embaucher un premier closer. Alors, c'est une étape qui fait toujours un petit peu peur parce qu'il faut manager quelqu'un. Et ça fait aussi un peu peur parce qu'on va devoir donner des calls à la personne que nous, on aurait pu closer. Mais le truc, c'est que si vous voulez scaler, il y a pas d'autre moyen que d'embaucher un closer. Au début, il faut essayer d'en prendre juste un, pas deux d'un coup. Embaucher deux personnes d'un coup, ça peut être une bonne idée, mais un petit peu plus tard. Vraiment, quand votre closer fait la première vente à votre place, ça, c'est un sentiment incroyable. Moi, je l'ai vécu quand j'ai donné les sales calls à Edouard, et après, quand on a donné nos sales calls à notre premier closer, Alex. Et ça, on se dit, waouh, j'ai réussi à faire en sorte que quelqu'un. En fait, c'est la première fois où j'ai senti je peux gagner de l'argent sans travailler. Et bon, c'était quand même un sentiment assez cool, même si évidemment, il y a quand même beaucoup de travail pour réussir à faire ça. Juste pour vous donner quelques métriques, il faut que la personne elle soit pas loin des KPI au bout de 20 sales calls, donc au moins quelques ventes. Et dans les KPI, au bout de 50 sales calls, donc c'est un conversion rate de 20% ou pas très loin, et ou au moins le potentiel de le faire, même si la personne elle n'y est pas, sentir que voilà, vous pouvez peut-être l'amener à ça. Donc, votre job à ce stade, vous, généralement, c'est vous prenez encore des calls, mais vous passez beaucoup de temps à réécouter les calls de votre closer. Donc, au début, c'est bien de réécouter tous les calls. Et après, de se mettre comme métrique, je vais essayer d'en réécouter autour de 3-5 par semaine. Donc, 3-5 call reviews par semaine. Monitorer les ads à ce moment-là pour être sûr qu'on maintient bien un cache ROI qui est supérieur à 1,2. Très important de bien continuer à écrire les mails du broadcast. Moi, je me souviens qu'à un moment, j'avais pas capté à quel point c'était important ce broadcast. Du coup, j'avais arrêté de le faire. Et en fait, je me suis rendu compte que quand même, on vendait moins. Et en fait, je pense que c'est parce que bah, j'avais arrêté de faire des broadcasts. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais c'est du temps vraiment bien investi. Ensuite, vous faites les ateliers et vous répondez aux questions de vos clients, toujours en essayant de maintenir un taux de refund assez bas, inférieur à 3% et une vidéo YouTube par semaine. 3,5, parce qu'en fait, la deuxième étape, ce sera pas de faire plus, ce sera de réussir à faire à peu près pareil, mais avec vous qui ne closez pas. Donc, c'est une énorme diff. Donc, vous allez toujours rester dans le même range de chiffre d'affaires, mais vous allez essayer de sortir complètement des sales. Enfin, vous allez y arriver même, mais du coup, on prend un deuxième closer. Et là, quand vous réussissez à ne plus du tout prendre de sales calls, c'est le paradis. Donc, ce qu'il faut faire, c'est trouver, embaucher, trainer et manager ensuite les sales. Et quand vous savez faire ça, vraiment, vous pouvez tout faire. Réussir à leader et à manager une team de sales, c'est le plus dur en termes de team management. Quand après, vous allez manager d'autres choses dans votre boîte, en vrai, parce que le truc de ce qui est dur dans les sales, c'est que c'est de la performance. Et c'est dès qu'on est moins performant, tout de suite ça se voit, tout de suite on est exposé. Alors que le reste, c'est plus de l'exécution. Donc, réussir à inspirer, à leader une team de sales, c'est le plus dur, ce qui ne veut pas dire que c'est forcément difficile. Mais ce qui est bien de garder en tête, c'est de se dire, OK, quand j'ai réussi à faire ça, tout le reste après, ça me semblera vraiment facile. Donc, les dangers dans lesquels pas tomber à ce moment-là, ce serait un mauvais management, avoir des problèmes de lead flow. Après, les problèmes de lead flow, c'est par période, hein, donc ça arrive un peu à tous les moments.
On essaie de viser autour de 6-8 schedule calls par jour. Donc, schedule, c'est vraiment, on se dit combien de calls de booker, en gros, parce que vous savez, des fois, il y a les gens, ils vont annuler les calls, etc. Là, on se dit, OK, au début de ma journée, sur mon agenda, il faut qu'aujourd'hui, il y ait autour de 6 calls. Et après, ça peut varier en fonction du show up rate que vous avez, sachant que l'objectif, c'est de faire entre 3 et 5 live calls par jour. Danger aussi à ce moment-là, c'est de avoir un sales process qui n'est pas assez validé. Donc, c'est pour ça, c'est important que vous soyez le meilleur sales de votre boîte. Edouard, ça a été pendant très longtemps le meilleur closer. Et c'est ça qui faisait que les closers, eh ben, ils l'écoutaient. Parce que sinon, un closer, et en même temps, il a raison, si un closer, il est plus fort que vous, il va se dire, mais pourquoi est-ce que moi, je devrais l'écouter? Et donc, le fait que Edouard, pendant très longtemps, il a tenu le record, ça, je pense que ça a été très important. Ce qui fait que même, par exemple, quand là, il est retourné en sales manager, eh ben, les sales l'écoutaient parce qu'ils disaient, OK, il comprend, il maîtrise vraiment bien son process. Aussi, une erreur à ne pas faire, je sais qu'il y en a qui ont un peu fait ça, quand ils ont eu leur premier closer, c'est qu'ils laissaient leur closer annuler ses propres calls. Alors ça, faut vraiment pas le faire. En fait, c'est vous qui décidez, pas lui. Sinon, en fait, il y a un conflit d'intérêts. Lui, son closer, le closer, son objectif, ça va être de closer le plus possible. Et évidemment, du coup, dès qu'un call, il va sentir qu'il est un peu plus compliqué, il va essayer de l'annuler. Nous, on a des trucs, hein, mais même encore maintenant, je pense qu'on l'a encore un petit peu. C'est-à-dire la personne, elle fait le call, elle décroche le téléphone. Et le closer, il sent au bout de 5 minutes que la personne, elle va être dure à closer. Du coup, il la met en no-show. C'est-à-dire qu'en vrai, la personne, elle a show up, mais il va dire, ah non, moi, c'est no-show. Et du coup, comme ça joue pas sur son conversion rate, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien garder en tête que le plus important, c'est le nombre d'unités qu'on vend. Et de surtout pas faire annuler vos calls les calls par le closer lui-même. Parce qu'au début, hein, ça peut bien se passer. Mais à un moment, obligatoirement, parce que lui, son incentive, ça va pas être le même que vous. Vas-y, Karl. Ouais, nous, maintenant, il y a quelqu'un qui est full-time qui s'en occupe, mais nous, c'était Edouard, ouais, qui tu les tries toi-même. Ouais. Comment? Ouais. Comment tu fais? Alors, la question, je la répète comme ça, tout le monde l'entend et Pablo aussi. Comment est-ce qu'on fait pour montrer au closer que tu es un monstre en vente? C'est tes stats, en fait, hein. Ah ouais, ouais, en gros, tu lui dis, en gros, nous, c'est toujours comme ça que c'est passé. On fait, nous, regarde avec ces prospects-là, genre, par exemple, Edouard, je crois que son record, c'était, il avait fait 80 000 euros sur un mois. Et du coup, tu lui dis, voilà, moi, j'ai fait 80 000 euros sur un mois. J'avais un taux de conversion qui était de temps. Donc, toi, tant que t'as pas réussi à faire ça, tu m'écoutes. Et des fois, on a eu des closers qui sont très expérimentés, qui arrivent. Et je sais pas, on en a eu un qui était qu'on closait pour plus d'1 million, etc. Et du coup, ils ont obligatoirement envie de se dire, vas-y, moi, je sais mieux faire que toi, j'ai closé plus que toi. Mais en réalité, le meilleur closer sur ta niche, c'est toi, tu vois, parce que tu la connais. Et du coup, c'est ça qui est important. Et en plus, tu as un sales process qui est validé et c'est important que la personne, elle dévie pas de ça. Et nous, dans les closers qu'on a là, que Edouard il a recruté ces derniers temps, on a vraiment des mecs qui sont très, très, très forts, tu vois. Et pourtant, c'est Edouard encore qui les coach, parce que je pense que sur notre marché à nous, tu vois, on connaît tellement bien notre niche qu'on sait quel mot il faut dire, quel mot il faut pas dire, etc. Mais frère, mais vraiment important de toujours garder en tête que le meilleur, c'est toi, tu vois. Et c'est important, même si c'est pas forcément vrai, pour que vraiment le mec, il t'écoute et qu'il te mange pas, en fait. Sinon, tu vas te faire manger par ton closer ou par ta team de façon générale. Et ça, c'est vrai pour le closing, mais c'est vrai pour tout le reste. Parce que c'est un truc qui est presque humain. Quand quelqu'un, il arrive dans une nouvelle boîte, il a envie, tu sais, genre, de mettre sa patte dessus, en fait. Et de dire, genre, attends, moi, je pense que ça, je fais mieux, tu vois. Et en fait, ce qu'il ne voit pas, c'est que généralement, tu as déjà pensé à tout et tu le fais de cette façon-là pour une certaine raison. Et du coup, la personne, elle veut apporter sa patte, mais généralement, c'est moins bien. Et c'est important parce que nous, on a fait cette erreur-là au début de laisser la personne faire, ouais, vas-y, tu fais comme tu veux. Et du coup, tu fais, au bout d'un mois, tu fais, ah ouais, du coup, c'est pas très bon en fait. Donc là, maintenant, tu vas faire exactement comme on me dit. Ok, et du coup, autre question, c'est le mec, il arrive, il est chaud en closing, mais il connaît pas ta niche. Ouais. Est-ce qu'il y a un process d'adaptation pour que... Ouais, en gros, ça, Edouard, il rentrera plus dans le détail, mais c'est pour ça que c'est très important que tu enregistres tous les calls que tu fais. Parce que du coup, tu vas avoir, genre, on va dire 10 sales calls.
C'était 10 sales calls de référence que la personne, elle va écouter. Et puis après, c'est beaucoup des call reviews. C'est-à-dire que genre la personne, elle va faire des calls et tu reprends tout. Ok. Ouais, et au début, tu reprends tout et puis petit à petit, tu mets toujours genre faire du quality control et lui expliquer, OK, là, faut pas que tu dises ça, etc. C'est comme ça. C'est quoi les critères pour annuler? Enfin, à part, bon, j'ai pas les moyens financiers, je sais que tu as le trigger automatique avec Zapier, ça je l'ai mis aussi, mais sinon, c'est quoi le. Parce que moi j'aimerais bien le déléguer, ça aussi. Ouais, en Bah, fait, c'est utile, c'est vrai. le critère pour annuler, c'est en gros, nous, on essaie maintenant de le voir un petit peu comme ça. Tu vois, genre, tu as 1, 2, 3, 4. Donc, soit il est 1, soit il est 2, soit il est 3, soit il est 4. Et tu vois, quand ce matin, je parlais des MQL, et qu'en fait, ce qu'on va essayer de regarder, c'est pas le coût par lead, c'est pas le coût par call. Enfin, on va essayer de regarder ça, mais surtout, on va essayer de regarder le coût par MQL. Tu vois. Et en fait, MQL, c'est Marketing Qualified Lead. C'est ceux qui sont 3 ou 4. Donc, en gros, quelqu'un qui est 4, c'est quelqu'un qui a mis j'ai accès aux moyens financiers et qui a un calendrier qui est super détaillé. Un 3, c'est quelqu'un qui a mis j'ai accès aux moyens financiers, mais qui a un calendrier qui n'est pas très détaillé. Un 2, c'est quelqu'un qui a mis je n'ai pas accès aux moyens financiers, mais qui a quand même, qui s'est donné, qui a détaillé son calendrier. Un 1, c'est quelqu'un qui a mis je n'ai pas accès et en plus qui a un calendrier pas très détaillé. Donc en gros, le 1, c'est sûr que c'est pas quali. Le 2, des fois, on arrive à les closer, mais ce qui est compté comme quali, MQL, c'est les 3 et les 4. Et en fait, après, c'est assez facile, hein. Nous, il y a genre au moins 3-4 personnes différentes qui s'en sont occupées dans la boîte. Et maintenant, c'est la personne qui s'occupe de gérer les tracking sheets là, qui s'occupe aussi d'annuler l'école. Ah non, à l'école, c'est Isma, je crois, en ce moment, qui s'en occupe. Mais en gros, tu vois, si tu as un assistant personnel, un peu assistant exécutif ou VA, tu peux vite lui donner, ouais. Parce que c'est ultra chronophage. Vous annulez les 1, alors c'est ça? Et les En 2, gros, les 3, 4, 1, voire 4. alors les 3, 4, c'est sûr, on les annule pas. Les 1, on les annule. Et les 2, tu sais, il y a la séquence mail qui part. Et si la personne, elle répond pas dans les 24 heures, etc. Mais je crois que dans l'idéal, là, ce qu'on aimerait faire, c'est par exemple quand quelqu'un, il est 2, en fait, tu la mets en triage, ce qu'on appelle en triage. Et du coup, tu as ton setter qui va l'appeler. Bon, pour l'instant, on le fait pas parce qu'on n'a Ouais, pas de ça dans setter. l'idéal, ouais, c'est sûr. Mais bon, c'est Ouais, plus gros ouais, structure. c'est plus. Parce que moi, franchement, jusqu'à présent, je disais non, interdiction d'annuler, on garde absolument tout, sauf pour pas les moyens financiers. Mais je pense que c'est bien au début parce que t'as pas assez d'appels. Donc Ouais, tu dis, voilà. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte que les gens qui te prennent un spot, en fait, ils te coûtent de l'argent et il vaut mieux les virer et prendre quelqu'un qui est plus quali. Donc c'est vrai que c'est pas mal ce truc-là. ouais, mais en gros, c'est le truc de la calendar efficiency. Et en fait, ça dépend de ton lead flow. Tu vois, nous, c'est sûr, quand le lead flow il est moins bon, alors on fait les gars, là, vous allez prendre tout, sauf les 1 peut-être. Et encore, vous allez prendre les 1 aussi. Et quand le lead flow il est meilleur, ouais, là, tu peux virer beaucoup plus rapidement. Et tu vois, c'est pour ça que le truc du closing rate, ça veut rien dire non plus. Parce que je sais que nous, il y en a dans les masterminds, ils disent, ah, j'ai un closing rate de temps, mais ils prennent que les 3 et les 4. Nous, je pense que si on prenait que les 3 et les 4, on aurait peut-être 50% de conversion rate, tu vois. Mais c'est pour ça que le plus important, c'est combien de personnes est-ce qu'on réussit à closer. Et si tu as un lead flow qui est bon, tu vires, tu vires, tu vires. Et tu vois, par exemple, ce qui est le cas sur Ascension. Ascension, on fait pas d'ads, donc la logique, elle est un petit peu différente. Mais on n'a pas de tu vois, on a quand même pas mal de calls, enfin, on a des calls qui génèrent régulièrement. Et tu vois, c'est pas bien qu'il les prend. Donc, il n'a pas beaucoup de slots d'ouvert. Mais là, du coup, dès que la personne, elle est moins bien, hop, tu l'enlèves, sachant qu'elle peut revenir plus tard parce qu'elle reste dans le broadcast, elle reste dans toutes ces choses-là. Ok, next. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? Donc là, alors, quand vous êtes à cette partie-là, vous faites la même chose, peut-être ce qui serait un peu différent sur la team. Donc vous, un closer, un assistant perso, femme de ménage, cuisinier, et une personne opérationnelle. Et ça peut être la même personne qui fait les deux. Donc encore, petite team. Nous, comment est-ce qu'on faisait avec Edouard? Ouais, c'est pour vous donner quand même un petit peu de perspective. Donc il y avait Edouard qui faisait tout le media buying. Moi, je faisais les ads, mais en vrai, quand vous avez une ad qui est super winner, vous n'avez plus grand-chose à faire sur les ads. L'erreur que j'avais faite, c'est de ne pas faire assez suffisamment tôt les customer interviews. Sur la partie sales, du coup, j'avais appris les sales à Edouard. Et après, ce qu'on a juste eu à faire, c'est d'augmenter le budget pub. Et là, juste pour vous donner la répartition en termes de closing. Donc, lundi, mardi, moi, je faisais les calls lundi, mardi. Edouard, il faisait mercredi, jeudi, vendredi. Et puis après, je faisais juste le lundi.
mais toute la journée quand même. Edouard, il faisait tout le reste. Et puis à un moment, il m'a dit non, mais si tu veux, je peux tout faire. Je me sentais un peu coupable de ne plus faire de set squats. Donc c'est pour ça, au début, je gardais juste le lundi. Après, je fais, allez, on laisse Doudou tout faire. Et le premier closer, on l'a embauché en mai 2021, mais en vrai, avec le recul, on aurait pu l'embaucher avant. C'est pour ça aussi que je voulais faire cette présentation. Et je sais qu'il y en a qui ne sont pas encore à ce stade-là, mais vous montrer que c'est pas, on n'est pas obligé d'attendre non plus super longtemps pour embaucher son premier closer. Surtout qu'aujourd'hui, l'écosystème n'est pas ultra développé, mais un petit peu plus développé qu'à notre époque. Quand avec Edouard, on a dû recruter nos premiers closers, c'était vraiment complexe parce que c'était très dur de trouver des gens qui étaient bien. Au niveau du produit, donc toujours amélioration du produit, réponse aux questions, moi je faisais 2 ateliers par semaine, un le mardi soir, un le jeudi midi. Première customer interview, mais j'aurais dû faire avant. Team, 0 délégation. On était proche des 70K. Ah oui, si, non, ce que je veux dire, c'est que si vous êtes proche des 70K ou dans les métriques que je donnais avant, vous recrutez une coach ou une ops personne. Donc nous, on est allé jusqu'à 100 000 euros par mois, tout seul, à juste 2, avec un produit à 3 000 euros. Et ça aussi, d'ailleurs, ça fait partie des choses que j'aurais pu faire avant, c'est que on aurait pu augmenter le prix avant. Parce que le gros truc, c'est que bah, si vous voulez faire beaucoup, c'est plus simple, d'augmenter le prix, hein. Ça reste toujours le moyen le plus facile. C'est dur d'aller à 100 000 euros avec un produit à 100 000 euros par mois avec un produit à 2 000 euros. Ouais, ça sur les global metrics, de toute façon, si vous avez un cash ROI à supérieur à 1,2 et que vous êtes très peu, vous êtes obligatoirement dedans. C'est presque impossible que vous ne soyez pas dedans. Donc c'est pour ça, au début, regardez juste le cash ROI. Ouais, ouais, c'est pas bête ça. Exactement. Ouais, je l'ai vu dans le mauvais sens. Bien vu, il est attentif. Ok, étape 4. Étape 4, devenir un master manager. Donc là, on commence à aller sur un autre niveau quand même. C'est le niveau pour aller de 70 000 à 300 000 euros par mois. Donc là, c'est plus ouais, master manager, puisque vous allez être moins dans l'opérationnel. Donc en gros, vous avez sur le marketing, il y a 2 solutions. Soit vous avez un cash ROI qui est supérieur à 1,2. Mais essayez d'être le plus possible, hein, évidemment, en cash ROI. Donc ça veut dire que sur la partie ads, vous êtes bon. Et du coup, là, bah, faut juste continuer d'appuyer sur les ads pour avoir plus de slots ouverts. Et du coup, généralement, bah, faut embaucher des closers. Et là, nous, ce qu'on faisait à cette époque-là, et qu'on fait moins maintenant, mais qu'on a beaucoup fait, qui était pas mal, c'est qu'on prenait toujours les closers par 2, et du coup, on gardait le meilleur des 2. Et comme ça nous permettait de voir directement s'il y avait une grosse, enfin, la diff qu'il y avait. Et des fois, en fait, quand vous embauchez un closer qu'il est tout seul, il va se dire, ah, c'est parce que les leads, ils sont, même s'il y a déjà une team en place, il va se dire, ah ouais, mais c'est normal que je mette un petit peu de temps, je viens d'arriver, etc. Quand vous en prenez 2 d'un coup, ils sont directement en compétition. Et alors ça, c'est vraiment bien. Et on l'a fait plusieurs fois, ça marche bien. Et si les ads ne sont pas bonnes, bah alors là, il faut retravailler sur les ads. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses à faire, mais c'est juste retrouver des nouveaux hooks en fait. Et c'est trouver des angles différents, faire des variations différentes. Bon, c'est sûr qu'à un moment, ça vous arrivera de devoir faire des choses comme ça. Nous, c'est plus c'est quand ça faisait longtemps qu'on faisait 100 000 euros par mois ou quand on arrivait sur des 200 000, 300 000 euros par mois, etc. Où là, c'était les ads, il faut les rafraîchir, on va dire, beaucoup plus régulièrement. Ensuite, si vous avez un closing rate supérieur à 20% et que le cash collecté upfront il est supérieur à 50%, ça, vous augmentez le prix. À ce moment-là, vous allez avoir des meetings quotidiens avec la sales team. Donc, vous allez nous, on les faisait à 8 heures du matin et on faisait roleplay. Donc, c'est des jeux de rôle plus des call review. Et on fait toujours pareil. Et des one-one une fois par semaine avec chaque sales. Et là, c'est vraiment, voilà, est-ce que ça va en ce moment? Est-ce que tu es content? Qu'est-ce qui se passe? Pour regarder les performances. Au niveau du produit, alors c'est là généralement où ça peut commencer à casser parce que vous allez avoir fait rentrer beaucoup de personnes. Enfin, pas genre beaucoup, mais quand même un petit peu, généralement peut-être plus de 100. Et là, c'est possible que vous commenciez à avoir un refund rate supérieur à 3 ou 5%. Généralement, ce que je disais ce matin, c'est que la solution, c'est juste d'embaucher un coach parce qu'il va répondre plus rapidement aux questions et peut-être pouvoir faire plus d'ateliers. Un truc qui marche super bien, c'est d'embaucher un ancien élève
parce que la personne, elle connaît très bien votre programme. Ça marche pas toujours, mais si vous pouvez le faire, ça c'est bien. Essayez d'embaucher la personne full-time. Nous, on ne travaille pas avec les gens part-time pour être sûr que voilà, ils se donnent à 100%. Et nous, par exemple, sinon, le coach qu'on a actuellement, Thomas, bah, c'est un ancien closer. Il en avait marre de faire des sales et du coup, il est devenu coach. Donc, ça peut marcher aussi. Et l'idée sur la partie produit, c'est voilà, de créer aussi un système prédictible pour que vos clients ils aient des résultats comme les sales calls, mais pour les résultats de vos clients. Vraiment créer un peu la roadmap. À cette époque-là, à cette étape-là, pardon, la team, généralement, c'est vous, un coach, 3, 4, 5 closers. Ça dépend si vous êtes plus proche de 70 000 ou de 300 000. Un closer, juste après. Un closer, c'est 16 ventes minimum. Nous, c'est les projections qu'on leur donne, les objectifs, généralement. Ça peut être un peu plus, mais voilà, on va dire minimum 16. À ce moment-là, peut-être un assistant personnel, un assistant administratif. On peut appeler ça des ops personnes aussi. Et des fois, ça peut être les mêmes. Des fois, vous pouvez en avoir un petit peu plus. Euh, Vas-y, Peggy. Ouais, tu peux détailler le système prédictible concernant le produit? Tu parles de quoi? Ouais, en fait, je pense que l'idée, c'est comme on fait dans l'académie ou dans Ascension, ça veut dire que genre, tu vois, tu as des vidéos qui s'enchaînent bien. Après, je pense qu'on peut toujours essayer d'améliorer ça. Mais tu vois, l'idée, ce serait d'avoir encore plus une recette de cuisine où tu dis genre, moi je sais, genre dans l'idéal, ce que j'aimerais réussir à créer, c'est tu vois, tu fais un fichier Excel et en fait, tu vois, comme je fais là, la présentation, et c'est aussi pour ça que je voulais la faire, pour montrer étape par étape ce qui se passe, mais peut-être en étant encore plus détaillé. Toi, tu fais genre là, tu dois faire ça, là, tu dois faire ça, là, tu dois faire ça, là, tu dois faire ça. Mais en gros, l'idée, c'est de réussir à avoir un moule dans lequel tu mets tout le monde. Toi, nous, dans l'académie, et dans Ascension, c'est un peu pareil, mais tu as genre étape 1, tu choisis ta niche. Étape 2, tu fais ça. Étape 3, tu fais ça. Étape 4, tu lances ton site internet. Étape 5, tu lances, les ads. Étape 6, tu fais, etc. Là, dans Ascension, tu vois, on est un peu plus métrique. Tu vois, c'est genre, OK, étape 1, tu as 3 clients d'organique. Étape 2, tu lances les ads. Tu vois, étape d'après, tu as des ads avec un bon CTR, un bon coût par lead. Ensuite, l'étape d'après, c'est tu as un bon coût par call. L'étape d'après, c'est tu as un bon, tu arrives à closer. Après, tu arrives à avoir un bon cash ROI. Après, tu vois, c'est un petit peu ça en fait. Et c'est toutes les étapes que la personne, elle doit savoir. Et l'avantage de faire ça, c'est que tu peux prendre des personnes qui sont très, très, très différentes. Mais tu vois, tout le monde arrive à avoir les mêmes résultats. Et ça, pourquoi tu le mets dans ce slide-là de 70 à 300? Tu le mets pas en place dès le départ, en fait? Bah si, c'est vrai que j'aurais pu le mettre en place avant, mais c'est parce que, en vrai, je trouve que les gens, ils ont tendance à être un petit peu trop obsédés par le produit au début, alors qu'il faut qu'ils soient plus obsédés par la partie ads et sales. Et que, en fait, ce qui se passe aussi, c'est que plus tu vas faire rentrer de monde, plus, tu vois, genre, moins tu vas avoir d'interaction avec les gens, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, au début, moi, je me souviens, je connais tous les élèves que j'ai fait rentrer. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a, non, peut-être pas que j'ai fait rentrer, il y en avait la dernière fois, mais il y a des personnes qui sont ici que j'avais en atelier. Toi, je me souviens, j'étais en atelier avec Marc. Ouais, tu vois, j'étais en atelier avec toi. Et du coup, tu as un lien avec elle. Et après, en fait, ce qui se passe, c'est que tu n'es plus en lien. Et en fait, il faut que tu réussisses à créer un système où tu as des gens qui vont avoir des résultats de ouf, mais qui vont jamais t'avoir parlé et que tu vas avoir jamais vu en atelier. Toi, tu as des gens dans l'académie, je les ai jamais vus. Enfin, je sais, hein, ils ont jamais posé une question. Je les ai jamais vus. Ils sont jamais venus en atelier. Et à un moment, tu reçois un message de la personne. Elle dit, ah, ça m'a permis, tu vois, genre, l'académie, ça m'a permis de réussir à faire ça. Donc, tu vois, vraiment, genre, un truc qui soit bien prédictible où tu n'as pas trop besoin d'intervenir. Vas-y, Fred. C'était par rapport aux sales. Moi, je fais des sales meetings tous les matins, mais j'avoue que je fais jamais de one-one. C'est si important que ça, tu penses de le faire une fois par semaine, en quoi ça... C'est un petit truc, mais... Non, c'est une bonne question. C'est pas moi qui l'ai fait, donc peut-être, je sais pas si, Doudou, toi, tu faisais les one-one une fois par semaine ou pas? Ah, voilà. Et vous le faites encore? Moi, jusqu'à un certain moment, moi, je faisais les one-one quand j'étais sales manager une fois par semaine, 1 heure. Et maintenant, je le fais une fois par mois. Mais Fabien continue de le faire tous les mois. Une fois par semaine. Pas une fois par semaine. Et c'est quoi? C'est un quart d'heure, non, par sales? Non, nous, on fait 1 heure par sales. Toutes les semaines?
Toutes les semaines. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on fait du training, on fait plein de Ah, choses, on fait des call recording, on fait des reviews, on fait plein de choses différentes. Ouais. Et ça, c'est assez important. Hein. Très, très important même. One-one. Ouais. Bah après, t'es pas obligé de faire peut-être des one-one aussi longs, mais je sais que j'ai l'impression, tu vois, nous, je le sens, plus on augmente, plus les one-one, les trucs comme ça, c'est des trucs qu'on est obligé de faire. Je me souviens à un moment, genre j'étais là, genre je peux faire zéro meeting, je faisais zéro one-one, mais sales, c'est très différent, tu vois. Sur la partie coach, tu vois, je me souviens par exemple, quand on avait pris notre ancienne coach, je faisais pas de one-one, je lui parlais pas. Et ça marchait très bien. On a fait ça pendant 1 an. Mais c'est juste que ça marchait, mais ça s'améliorait pas non plus, tu vois. Et après, c'est parce que c'est pas des choses qui sont aussi dans la performance que sales. Sales, t'es obligé quand même de beaucoup les inspirer, tu vois. Ça fonctionne beaucoup à ça. Donc il y a plus de leadership à avoir. Donc ça, faut le faire. Et puis surtout, si tu veux aussi créer de la. Ce qui est important avec ta team, c'est de créer un lien et qui reste avec toi. Et tu vois, ça se fait beaucoup comme ça. Moi, je pense que, et tu sais, j'ai souvent cette image de, il faut apprendre à jouer de la musique ensemble. Tu vois, c'est comme les Beatles, quand ils faisaient de la bonne musique, c'est parce qu'ils passaient beaucoup de temps ensemble. Bah, ta team, c'est un peu pareil. Et du coup, passer du temps avec eux, tu vois, nous, quand on faisait 250 000 euros par mois, on faisait juste 3 meetings par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Edouard, il faisait peut-être des one-one, mais tu vois, on faisait même pas de call review, on faisait pas de trucs comme ça. Et pourtant, ça marchait quand même bien, mais parce qu'on se parlait beaucoup. Voilà. Et du coup, on faisait ce que j'appelle, c'est faire de la musique ensemble. Donc ça, c'est du temps bien investi en vrai, hein, de faire des one-one avec eux, si c'est pour créer du lien. Et après aussi, un bon point, c'est si tu n'as pas envie de faire de one-one avec eux, bah, c'est sûrement que c'est mauvais signe. Peut-être parce que tu les aimes pas, tu vois. Et du coup, non, mais c'est vrai, parce que même moi, ça me l'a fait des fois. Là, je fais, ah là, j'ai vraiment la flemme d'y aller. Et ça, c'est pas très bon signe quand même. Ça veut dire qu'il faut que tu changes les gens de ta team. Euh, Vas-y, Sylvain, ouais. Ah ouais, j'ai une question concernant le cash collecté. Maintenant, on peut passer par des solutions type Landbox. Donc, Ouais, en fait, ouais. ça fausse un peu les stats. Comment Ouais, tu mais en vrai, intègres ça? ça reste. Charles et Aubin, ils font ça et c'est très bien. Hein. Parce que du coup, en vrai, la réalité, c'est que tu collectes ton cash upfront quand même, tu vois. Donc, ça, c'est game changer. Hein. C'est pour ça que j'essaie de. Quand j'ai vu ça, vraiment, j'essaie de pousser le plus possible les gens à le faire et essayer de trouver un moyen de rentrer dedans, tu vois. Même si au début, ils vous disent non, etc. Je sais pas, trouver un moyen de le faire marcher, ce truc, parce que c'est game changer. Mettez un faux. Non, les gars, ne recordez pas ça, ne recordez pas ça. De ouf. Non, mais je suis sûr, il y en a. Mais toi, tu le fais ou pas? Ouais, j'ai été accepté. Et en fait, pourtant, j'avais 6 mois de société. J'ai dit, mais j'ai un bilan dégueulasse. Elle me fait, non, mais on veut juste un bilan, c'est pas grave. Ah bah voilà. Donc, Donc, ouais, en gros, si Sylvain il a réussi à être ouais, accepté. c'est possible. Hein. Non, Si mais, tu vois, ça passe les non, mais étapes. dans le sens où, tu vois, t'es coach, t'es Non, non, mais thérapeute, oui, mais tu vois. j'ai un code APE avec plein de trucs dans mes statuts. Donc, non, c'est pas. Ah bah, devenez tous formateurs. Mais moi, on l'a fait avec Doudou. Hein. On l'a fait Calliope. Ouais, mais trouver le moyen de rentrer dedans. Moi, j'ai un code autre service Ah, 96. voilà, regarde, ils sont pas formateurs. Mais parce que euh, s'ils sont dedans, c'est vrai que c'est possible d'être dedans. C'est quoi ce truc de formateur code APE? Et c'est dur de devenir ça? Ah bah voilà, bah, pourquoi tout le monde fait pas ça? Moi, si j'étais à votre place, je ferais ça. Hein. Faites le truc pour avoir le code APE là. Ça vaut le coup de le faire. Franchement, ça vaut le coup de le faire. Ouais, moi, sur cette partie-là, j'essaierai de bien creuser le point pour. Je suis sûr, il y a un moyen. Ok, je vous montre juste les 2 dernières étapes. On arrive bientôt vers la fin. Donc, l'idée, c'est de se retirer des calls, se retirer du produit et bien s'appuyer sur les ads. Donc, rapidement, avec Edouard, comment est-ce qu'on faisait? Donc, toujours pareil qu'avant. Au niveau, à cette étape-là, je pense qu'on aurait dû engager un copywriter un peu plus tôt. Comme ça, on aurait pu vraiment se sortir des ads et des mails. Donc, Edouard plus moi, 3 sales meetings par semaine. On les faisait à 8h30, donc c'était des sales meetings qui faisaient juste 30 minutes, mais ça faisait quand même bien le taf. 3 closers, produits à 4 000 euros, un coach. Donc, on était encore ouais, on était une team très, très. Ouais, on était très.
très lean. Un truc que j'avais fait, j'avais pris un CFO part-time et c'était une mauvaise idée parce qu'il est trop cher par rapport à ce qu'il apportait. Et en fait, j'avais comme vous voyez cette partie finance que je vais vous montrer dans l'ascension, je l'avais créée tout seul. Je me suis toujours dit, peut-être qu'il y a un mec, je sais pas, peut-être que je fais n'importe quoi en vrai. Du coup, j'avais toujours un peu peur de ça, même si j'ai un gros background finance. Du coup, j'ai toujours essayé de faire intervenir des CFO externes et tout. Et pour l'instant, tout le monde m'a dit que c'était vraiment bien. Donc voilà, ça, c'était un truc que j'avais fait, pas du tout utile. Très facile à manager, très peu de problèmes d'ads. Juste Edouard, moi, 3 closers, un coach et un vilet. Ce que je vous disais ce matin, c'était vraiment l'époque où on se disait, limite, c'est trop facile. Ensuite, étape 5, l'étape dans laquelle on est. Donc, à un moment où en seront sûrement certains d'entre vous, comment faire pour aller de 300 000 à 500 000 euros par mois, et je pense que c'est un peu pareil pour aller jusqu'à 1 million, c'est construire ses leaders, en fait. Ça s'appelle ce qu'on appelle la C-suite. C'est la suite d'exécutives. Donc, c'est des exécutifs qui vont prendre le rôle de certains départements. Donc, un Head of Sales, un Head of Marketing, qu'on appelle aussi CMO, un COO, un peu General Manager, comme nous, on a pris avec Paul-Emmanuel. Mais ça, c'est plus vraiment quand vous êtes vers les 500 000 euros par mois. Et donc, à ce moment-là, moi, je dirais que les embauches possibles, c'est d'identifier parmi vos sales celui qui va pouvoir devenir sales manager. Nous, vous voyez, par exemple, Fabien, c'est un ancien sales qui est devenu sales manager. Un copywriter, donc qui va notamment faire les ads, les mails. Une tech person, ça, c'est bien de l'avoir. Et généralement, qui peut faire aussi le media buy. Alors, nous, ce qu'on a fait, et je l'explique, je pense, dans la slide d'après, vous voyez, il y a Mathias qui gère aussi le media buy et franchement qu'il le fait bien. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi à un moment avoir une tech person qui et en fait vous lui apprenez le media buy. Je crois que Fred, c'est ce que tu as fait toi. Ah, et tu as appris la tech. Non, mais c'est bien parce que après c'est 2 rôles très différents en vrai. Tu vois, genre Mathias, nous on lui a dit, ah, vas-y, est-ce que tu veux pas faire le media buy? Et il le fait bien, mais c'est des cerveaux un peu différents. Tu as un truc qui est très créatif et l'autre qui est quand même beaucoup plus data analyst. Donc en soi, si tu peux, tu peux les scinder. Mais moi, je trouvais ça bien que le copywriter sache faire le media buy. Parce que Mathias, du coup, quand il voyait, je sais pas, des ads qui se cramaient ou que les agendas d'essai n'étaient pas assez remplis, tu te prends plus la presse et dire, ah ouais, là, il faut que je fasse des meilleurs ads, etc. Tu vois. Tu prends plus la pression. Et ensuite aussi une responsable administrative et financière, ça c'est bien à avoir. Nous, c'est s'occuper notamment de collecter les paiements des clients, faire les versements de salaire, monitorer Agicap, le lien avec l'expert comptable, tout ce qui est assurance, légal, taxes, etc. Et un monteur vidéo pour les ads, plus des shorts si ce monteur a le temps. Et à un moment, évidemment, nous, quand même, ce qui nous a permis de faire le gros jump, ça a été de lancer le mastermind. Ça, c'est bien quand vous avez plus de 100 clients, je pense, dans ce qu'on appelle votre front-end, et que vous êtes retiré des sales et que vous êtes retiré de votre premier produit. Comme ça, vous pouvez vous concentrer et vous dire, OK, maintenant, parce que vous allez vous remettre un petit peu dans la sauce quand même. Il faut retourner dans les calls, il faut retourner, etc. Donc, je pense que c'est bien. D'abord, on se sort et ensuite, on se remet dedans. Donc, plus de 100 clients quand vous êtes plus dans les sales, plus dans le produit. Et ça, c'est quand même pour aller faire 500 000 euros par mois, c'est plus facile avec un mastermind. Et surtout, ce que je dis souvent, c'est que voilà, c'est beaucoup plus de profitabilité. Ce qu'il faut faire aussi, c'est trouver juste des moyens de dépenser plus en ads. Et une fois que vous avez trouvé un funnel qui marche, il faut surfer cette vague le plus longtemps et le plus loin possible. Ça, c'est un truc que moi, pendant longtemps, je me suis dit, peut-être que ces ads, peut-être qu'à un moment, la carte de visite, ça marchera plus, peut-être que la plaque, ça marchera plus. Mais en fait, tant que votre niche, elle a ce problème-là, eh ben, c'est sûr que ça va continuer de marcher. Et donc, le but, c'est vraiment juste de réussir à se dire, OK, comment est-ce que je fais pour juste prendre des petits angles différents, faire des petits angles différents. Mais en gros, l'Ads Winner, elle est déjà craquée. Donc, il faut surtout pas changer grand-chose et continuer à surfer la vague le plus longtemps possible. Et après, construire sa team juste en dessous. Et le game, c'est un peu ça, c'est passer du temps sur le marketing, construire la team en dessous, passer du temps en sales, construire la team en dessous. Et en fait, c'est juste des boucles qui font comme ça. Comme on a fait avec Edouard, donc là j'explique rapidement, mais du coup il y avait Mathias qui faisait mail ads plus media buy, le lancement du content qu'on a fait.
un sales manager, plus 4-5 closers. On a augmenté le prix de 5 000 à 6 000 euros. Produit, un coach, le lancement du back-end. Si c'était à refaire, on aurait évidemment lancé beaucoup plus tôt. Et du coup, notre team, qui est la team qu'on a actuellement, donc c'est moi, Edouard, un sales manager, 4-5 closers, ça bouge régulièrement, un coach, une VA, un RAF, un CEO, un assistant personnel, une tech personne, 2 monteurs. Donc, franchement, je pense que en fait, c'est assez ouf parce qu'il y a très très peu de boîtes qui réussissent à faire 500 000 euros par mois en étant aussi peu. Et à chaque fois qu'on dit aux personnes qu'on fait ces chiffres-là, ils imaginent plus qu'on est autour de 30-40, alors qu'en réalité, on est quand même vraiment pas beaucoup. Ouais. Étape 6. Pour aller. Vas-y. Ah, bah, c'est une très bonne question. Tu pourras poser ça à Paul-Emmanuel si tu veux. Non, mais en fait, je pense que, tu vois, genre, après, tu as quand même de la complexité opérationnelle qui se crée. Et nous, le CEO, c'est quand même, je pense, la personne qui doit comprendre tout ce qui se passe dans ton activité. Tu vois, donc Paul Emmanuel, il a été beaucoup au meeting sales, tu vois, là, il lance le setting. Après, il faut qu'il comprenne les as, comprenne le media buy. En fait, tu comprends tout pour que, voilà, en fait, tu dises, c'est un peu la personne qui peut runner, en fait, le business pour toi. C'est ça, en fait, à la base, le CEO. Et toutes les personnes qui, à un moment, en fait, tu as besoin de ça, je pense. Quelqu'un qui va runner le day-to-day. Tu vois, par exemple, là, les meetings, hors sales meeting, c'est plus moi qui les fais. Tu vois, les daily meetings, c'est Paul Emmanuel. Et ça, je pense que on l'avait pas avant. Et je pense que c'est ce qui nous a manqué, en vrai. Par exemple, pour pouvoir lancer les États-Unis. Et l'idée, c'est que en fait, parce que là, on était arrivé à un stade avec Edouard où la boîte, elle peut tourner, mais en fait, on avait l'impression que si on n'était pas là, genre, elle n'augmentait pas, en fait. Et du coup, là, c'est ce qu'on essaie de réussir à faire que, bah, en fait, ça augmente, même si on n'est pas là. Sachant qu'en soi, tu vois, c'est pas rocket science, quoi. Tu vois, c'est faire plus d'ads, faire plus de sales, lancer des nouveaux canaux d'acquisition, mais c'est juste, genre, être sûr que bah, les trucs qui sont mis en place et juste dire, ok, toi, ça en est où là, toi, ça en est. Ça, c'est un truc bah, qu'on est, tu vois, genre suivre, pousser les gens, leur dire, ok, ça en est où, ok, ça en est où, tu vois. Et aller craquer d'autres petits codes les uns après les autres. Mais ce qui est bien, c'est que, en fait, le truc, c'est que CEO, c'est assez sexy dans l'idée. Mais si tu veux avoir un mec, en fait, ça vaut le coup si tu prends un mec qui est très chaud. Mais c'est un mec qui est, en fait, les mecs qui sont très chauds comme ça, ils veulent pas aller travailler pour des petites boîtes, tu vois. Ils veulent aller travailler pour des trucs qui marchent bien et puis ils sont chers, mais c'est normal, tu vois. C'est comme aussi un truc que j'ai pas trop précisé, mais en fait, c'est beaucoup plus facile d'attirer des gens talentueux quand vous êtes à 500 000 euros par mois que quand vous êtes à 50 000 euros par mois. Nous, là, tous les closers qu'on a recrutés, bah, un closer, s'il est super bon, évidemment, il doit pouvoir gagner beaucoup d'argent. Et du coup, il faut le mettre dans un endroit où le mec peut gagner beaucoup d'argent. Fabien, qui est un mec quand même vraiment très, très, très fort, et tu vois, il a des salaires quand même énormes, mais ce qui est normal. Et tu vois, genre un mec comme Fabien, genre il ira jamais travailler pour quelqu'un s'il peut pas gagner au moins. Enfin, tu vois, si quelqu'un il lui propose 7-8 000, il ira jamais, tu vois. Et ce qui est normal. Et d'ailleurs, nous, quand on a fait les entretiens, Edouard, dans les interviews qu'il poste, tu sais, genre il y a plein de questions. D'ailleurs, pour le poste de COO, c'était un typeform d'une heure. Donc, c'était vraiment très, très, très long. Et on a reçu plus de 600 candidatures. Donc, 600 personnes ou 300. Je m'enflamme peut-être un petit peu. Mais il y en a eu 600. Allez, 600, je le sentais. Et quand même, 600 personnes qui ont rempli un typeform de plus d'une heure, tu vois, pour faire les entretiens avec nous. Et évidemment, c'est des gens, bah, oui, ils ont un salaire élevé, mais ce qui est normal. Et ce que je voulais dire, c'est que la question qu'Edouard posait, c'est combien est-ce que vous gagnez actuellement? Et si la personne, elle gagnait pas beaucoup, on se disait, c'est que c'est pas un beau profil, tu vois. Il y a un truc qui cloche. Pareil pour les closers. Je crois qu'Edouard, maintenant, il pose toujours ça comme question. Combien tu gagnes actuellement? Et tu vois, si le mec, il te dit, ah ouais, moi, je suis une superstar en closing, mais je gagne 4 000 euros par mois, on dit, bah, c'est que tu dois pas être aussi fort, tu vois. Et en France, ça va parce que tu vois, nous, on a un produit à 6K et tu fais partie des. Tu vois, je pense que les closers qui travaillent avec nous, ils doivent sûrement faire partie des closers les mieux payés en France. Mais tu vas aux États-Unis, 6K, c'est très, très bas. Tu vois, c'est l'équivalent d'un 1 000 euros en France. Donc, en fait, si tu veux avoir les meilleurs closers, il faut que tu vendes un produit à 10, 15, 20K. Et tu vois, nous, c'est ce qui nous manquait sur les États-Unis aussi. C'est qu'on vendait un produit à 5, 6K, mais pas à 10K.
Et du coup, en fait, on avait des closers qui étaient bons, mais qui n'étaient pas exceptionnels. Donc, c'est pour ça aussi, on en revient au fait d'augmenter le prix. Qu'en fait, si vous voulez faire une grosse boîte, enfin, pas forcément une grosse boîte, mais si vous voulez faire quelque chose qui marche bien, aller chercher des chiffres comme ça, en fait, c'est obligé que vous devez augmenter le prix. C'est impossible de rester. En fait, le truc le plus relou, surtout, vous ne pourrez pas attirer à vous des gens talentueux. Et en fait, du coup, elle sera toujours ultra, ultra dépendante de vous, votre activité. Et vous ne pourrez pas avoir des bons closers, vous ne pourrez pas avoir des. Enfin, ouais. Donc, augmenter le prix, c'est pas juste pour gagner plus d'argent, c'est pour aussi tout le reste. Vas-y, Karl. Ouais, bonne question. Peut-être Doudou, il saurait mieux que moi. Le bon salaire d'un closer en France, il est de combien? Ouais, à partir de 3K, on commence à avoir des bons, enfin des closers, je dirais 4 sur 10. À partir de 6-7, 6-7 sur 10, et vraiment 10K, c'est les excellents closers en France. C'est ceux qui sont payés le mieux. Ouais. Et après, un truc aussi, c'est que j'ai vu ça dans le mastermind. Des fois, les gens, ils vont venir travailler, ils sont prêts à accepter un petit peu moins si la mission que tu as, elle est ultra stylée. Toi, genre, nous, alors ça, c'est un truc. En vrai, je me dis, c'est un peu l'univers qui nous a mis sur la bonne voie d'aller aider des thérapeutes, mais je pensais pas que ça nous servirait autant, dans le sens où, tu vois, quand tu dis, moi, je vais aider des gens à aider d'autres gens, que genre, tu lis les commentaires des thérapeutes que t'aides, tu sais, qui aident les gens à se remettre de leur crise d'angoisse, etc. Bah, évidemment, quelqu'un qui avant vendait un programme où on va t'apprendre à faire du dropshipping, tu vois, ça a plus de sens. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ça peut être des raisons pour lesquelles les personnes, elles vont accepter un petit peu moins. Et avec Edouard, on n'en est pas encore à ce stade, mais je sais qu'après, quand tu deviens très connu, très fort, le simple fait de se dire, OK, je vais travailler pour Edouard et Quentin, OK, peut-être je peux accepter un peu moins. Et il y a des personnes qui, dans la team, sont venues parce qu'elles voulaient travailler avec Edouard et moi, tu vois. Donc ça joue. Ouais, vas-y, Peggy. Ouais, c'est le lancement du mastermind. Ouais, donc Ascension à partir de 100 clients. Et pareil, un point aussi sur le back-end, c'est imaginons, vous avez, là, vous faites tous des produits sur un an, mais le fait de réussir à faire renouveler des personnes sur un an, ça compte un peu comme du back-end en vrai, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un mastermind. Déjà, si vous réussissez à renouveler les personnes, c'est bien. Quentin, moi j'ai une question sur la fiscalité en fait, parce que vous avez payé beaucoup d'impôts en France. J'ai vu que vous étiez parti à Dubaï, certainement que vous Non. avez changé votre domiciliation, mais pour des questions aussi fiscales. Vos salariés, ils sont déclarés en France, ils ont un contrat étranger, ils ont quoi au niveau des charges? Parce que la rentabilité, ça en fait partie un petit peu aussi, quoi. Ouais. Juste pour Bah, nous, on n'a pas Parce que de quand tu le payes 3 000 en France, tu reverses 3 000 de charges. Ouais. Nous, on n'a pas de personnes en CDI. Du coup, on a que des personnes. Et ça, on a eu une personne en CDI à un moment. Après, on l'a changé parce que c'était vraiment relou. Mais du coup, ce qu'on a toujours dit aux personnes, c'est OK, toi, en CDI, tu serais payé tant, mais pour la boîte, ça te coûterait tant. Tu vois, par exemple, je sais pas, la personne, elle va toucher 3 000 euros net. La boîte, ça lui coûte 6 000 euros. Tu dis, moi, je te paye 6 000 euros. Donc, en fait, on s'est toujours aligné sur le salaire brut. Mais tu leur fais quoi comme contrat? Ils sont indépendants? Ouais, ils sont indépendants, ils ont leur auto-entrepreneurs. structure, Ouais, ils ont leur structure. Ok. Ouais, ouais, exactement. Oui, je sais, oui. En fait, c'est un peu genre, Ouais, je sais, ouais. Non, non, je connais bien la règle. Bon, après, là, on est à Dubaï, tu vois. Du coup, mais avant, quand même, on était en France et je connaissais cette règle. Après, c'est toujours pareil. Bon, c'est enregistré et c'est à prendre avec des pincettes, mais tu as toujours cette idée que t'as la règle et tu as genre, tu as la ligne jaune. Et c'était d'ailleurs un conseil que j'avais vu, c'était Xavier Niel. Vous connaissez le milliardaire français Xavier Niel, qui a fondé Free, qui a été en prison à un moment. Et, et il disait, c'était le juge qui l'a mis en prison. Il n'y a pas longtemps, il est mort. Et du coup, Xavier Niel, il a tweeté, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est ce juge-là, et c'est celui qui m'a mis en prison. Et ce juge, il lui a dit, mordez la ligne jaune, mordez-la bien, mais la dépassez jamais. Donc moi, avec les règles, avec Nord, on est un peu comme ça. C'est-à-dire, on va flirter avec le truc, mais on va jamais être illégal. Et tu vois, notre expert comptable, des fois, il nous dit, ah, c'est un petit peu cow-boy, mais tu vois, c'est un peu notre état d'esprit, mais par contre, jamais illégal. Tu vois, en France, on n'a jamais fait des trucs chelous. Tu vois, on s'est dit, OK, on veut plus payer de taxes, on va à Dubaï. Mais on ne fait pas des trucs chelous en France. Donc,
ça, je sais sur le fait d'avoir un seul client. Après, nous, ils n'ont pas toujours eu un client. Maintenant, c'est important. On leur dit, non, tu vois, genre, t'as que nous. Après, la réalité, c'est que d'ici à ce que la personne, elle vienne te choper, c'est ça quand même. Ouais, ouais. Ouais, et puis franchement, je sais pas, je me dis, aller faire, soit tu te fais dénoncer, soit c'est genre des millions et des millions. Après, ouais, je trouvais qu'en CDI, c'était toujours un petit peu la galère, quand même. Ouais. Puis après, en fait, le truc, ce qui est bien, c'est que tes premières embauches, tu vois, tes premières embauches, ça va toujours être des closers. Les closers, c'est acté, tu vois, ils fonctionnent tous comme ça. Et après, ça va être des ops, tu vois. Donc, tu vois, des fois, c'est des personnes qui vivent à l'étranger. Et c'est toujours un peu comme ça, c'est toujours des freelances, donc tu n'auras pas de soucis. C'est plus quand tu vas checker d'autres postes, et tu vois, même nous, en vrai, ça ne nous a pas trop posé de problème. Ouais, juste, vas-y. Oui, Quentin, j'ai une question. Quand tu parles d'augmenter le coût des formations, par exemple, Ouais. nous, c'est vrai qu'on est sur une base de 3 400 euros. Vous, ce que vous vendez, la plus-value, c'est on vous coûte de l'argent, mais on va vous expliquer comment gagner beaucoup. Ouais, je sais. Donc, c'est vrai que bon, bah là, tu peux taper encore un moment, tu vois. Nous, par exemple, on a des gens qui sont en bout de course. Moi, j'ai des femmes seules qui sont hospitalisées depuis 6 mois, 2 enfants en charge. Enfin, tu vois, on a quand même beaucoup de cas comme ça. Alors, évidemment que nous, notre argument, c'est la santé n'a pas de prix, mais on en a quand même un. Et puis, il arrive un moment, nous, je vois qu'on est dans tes tarifs. Moi, a priori, ça ne me dérangerait pas du tout d'augmenter. Je n'ai pas ce problème-là en termes de croyances limitantes, mais j'ai quand même du factuel. Et le factuel, c'est qu'on a quand même des gens qui sont quand même très à la ramasse. On a des jeunes, moi, j'ai des gamins de 20 ans qui vont se faire enlever le côlon, mais ils me disent, j'ai pas beaucoup de sous. Moi, 3400, je sais déjà pas comment je vais faire, tu vois. Donc, il y a aussi une question humainement. Ouais. C'est que quand tu proposes un service où il y a un plan B, tu peux dire, bon, bah, écoute, gros, éventuellement, il y a un plan B. Nous, on est un peu, des fois, on ramasse un peu les derniers raisins de la colère de Dieu, tu vois. C'est que les pauvres, ils sont vraiment. Donc, à quel moment tu peux prendre une décision, tu vas faire un deal entre la morale et l'aspect financier? Ouais, bah, c'est pas une question facile, hein. Ah, mais tu sais qu'en plus, c'est vraiment une question qu'on s'est posée avec Edouard quand je lui parlais de ta niche, tu vois. Je fais, c'est quoi le bon prix, en fait? C'est quoi? Est-ce que tu peux aller jusqu'à 15 000? Est-ce que tu peux aller à 20 000? Et en vrai, je sais pas. Je suis content de pas être face à ce choix-là, mais Bah, si tu veux, moi, j'ai des clients qui m'ont dit, oui, moi, tu m'aurais demandé 10 000, je te les aurais donnés. Oui, mais parce que tu les as. ouais. Non, mais moi, je pense, fais, toi, comme tu le sens, ce avec quoi tu es à l'aise. Et puis après, si les gens, tu vois, s'ils en ont vraiment besoin, tu es quand même dans une niche où il y a un très très gros problème. La douleur, elle est très très forte. Donc, si les gens, ils en ont vraiment besoin, ils trouveront l'argent. Tu imagines, genre, nous, le produit, il est à 6 000 euros. Les gens, ils arrivent à trouver, quand ils veulent vraiment, ils arrivent à trouver l'argent. Ouais, mais tu vois, nous, on a été à un stade où on a fait faillite. Tu vois, Ouais. moi, j'ai fait 14 mois d'hospitalisation, on a licencié du monde. Bon, c'est bon, on était là, l'affaire était close, tu vois. On était en Suisse. Alors, on va pas se mentir, il y avait des gens autour de nous. Moi, j'ai un copain qui a posé 30 000 sur la table et ça nous a permis de tenir le coup et on l'a remboursé. Mais autant dire qu'en France, voilà, on est quand même dans des endroits où c'est très compliqué, tu vois. Ouais, ouais. Puis nous, on a des jeunes mecs qui sont, tu vois, voilà. Mais ma question, elle était, tu vois, pour franchir une certaine étape, on est clairement conscient qu'il va falloir passer dans d'autres chiffres. Ouais. Et dans ces autres chiffres-là, ça veut dire il y a des gens, je vais leur dire, bah, écoute, va te faire enlever le côlon, tu vois. Enfin, tu vois, on est Non, dans- après, je me dis, moi, je pense qu'ils arrivent, enfin, tu vois, et la personne, elle peut trouver des solutions normalement. Tu vois, t'es pas sur des trucs, c'est pas 100 000 euros non plus. C'est pas. Je pense. Enfin, moi, ce que je me dirais, mais peut-être que j'ai tort, c'est que elle peut trouver. Tu vois, genre, les gens, ils peuvent trouver des solutions quand même. C'est pas non plus des sommes. Tu vois, c'est élevé, mais c'est pas astronomique. Tu vois, c'est pas hors budget. Après, ouais, il y a des solutions. Moi, je fais quelque chose, fais un prix avec lequel toi, tu es à l'aise. Et si la personne, elle veut, c'est vraiment important. Enfin, si vraiment elle doit le faire, elle trouvera une solution, je pense. Tu n'es pas non plus en train de vendre un produit à 20 000 euros, hein. Oui, il y a des personnes qui peuvent, dans votre niche, qui peuvent avoir beaucoup d'argent, mais aussi des personnes qui sont en grande invalidité. Euh, non, bah, il n'y a pas de bonne réponse de toute façon, hein, mais je pense que si tu veux aller faire plus, toi, il faut que tu augmentes tes prix. Et moi, ce que j'ai tendance à me dire quand même, c'est que si la personne, elle veut vraiment le faire, elle trouvera des solutions. Après, tu peux mettre en plus tes pas 4 000 euros upfront tout le temps. Tu peux mettre en place des solutions de paiement, des choses comme ça, qui sont quand même pas mal, hein.
Ouais, après, si je sais pas, tu vois, imaginons que tu as un cas exceptionnel de personnes où je sais pas, ça te touche particulièrement, tu peux mettre en place des plans de paiement encore plus éloignés, tu vois, tu peux faire, ok, là tu fais 1000, là tu fais 0 le mois d'après, vraiment exceptionnel, exceptionnel, tu vois. Tu peux faire des choses Alors, comme je ça. sais que nous, on est très proches. Bah, elle a carrément pris la décision, comme ils font beaucoup de cash. Nous, on n'est pas loin aussi de prendre cette décision. Elle m'a dit de temps en temps, une fois par mois, elle en fait rentrer un où elle dit, bah, vous me payez quand vous pourrez. Ouais, non, mais oui, non, mais Tu vois, carrément. c'est-à-dire en disant, OK, bon, Non, mais carrément. on Moi, je verra. pense Et que puis, oui, oui, tu peux. c'est limite un système de bourse, tu vois. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, tu peux faire ça. Ouais. Moi, je pense que nous, il y a des fois, mais vraiment, il faut juste que ça ait été exceptionnel et je veux pas donner de mauvaises idées aux autres personnes. Bon, là, tu es quand même dans des problématiques qui sont presque de vie ou de mort, tu vois. Donc, je pense que oui, tu peux faire des choses comme ça de façon un peu exceptionnelle. Moi, j'ai gardé une place pro bono par an dans mon programme. C'est J'ai quoi fait ce choix vis-à-vis de ma morale. J'ai une place pro bono, donc gratuite, par an. Ouais, c'est Que très je bien. donne à la personne qui, justement, rentre dans ce cadre de... Mais ma mère, elle fait des trucs comme ça. Genre, c'est pas une blague. Il y a pas longtemps, vous savez, ma mère, elle utilise Lydia pour faire les paiements. Sans faire exprès, elle a envoyé de l'argent à son client. Et je savais qu'un jour ça arriverait. Mais vous voyez un peu l'acte manqué? Dire ah non, déjà, il paye pas. En plus, je vais lui donner un petit peu d'argent. Donc, oui, non, mais c'est très bien. C'est très bien. Et je sais que, bon, ma mère, c'est pas elle est pas sur des programmes et tout. Mais bon, vous pouvez faire des prix un petit peu. Mais c'est juste essayer de pas tomber tout le temps dedans. C'est juste ça. Ok, étape 6, c'est la dernière étape, l'innovation. Donc, de 500 à 1 million d'euros par mois. Donc, généralement, c'est lancer de nouveaux canaux d'acquisition, avoir plus de profitabilité sur les canaux existants, se retirer des opérations pour passer du temps sur ce que vous aimez. Donc là, vous êtes le meilleur. Un truc qu'on m'avait dit que je trouvais pas mal quand même, c'est étape 1, rendre ses clients riches. Étape 2, rendre ses team leaders riches. Étape 3, les team leaders créent leurs leaders qu'ils rendent riches. Donc, nous, on est un peu dans cette étape-là. Et finalement, avec Ascension, c'est un peu ce qu'on fait. Donc, rendre ses clients riches, rendre ses team leaders riches. Team leaders créent leurs leaders qui rendent riches. Après, vous pouvez être dans des niches qui ne sont pas comme les nôtres, ce qu'on appelle non-cash ROI, et quand même gagner, aller faire des gros 1 million d'euros. Hein. Aux États-Unis, on le voit souvent. Moi, j'avais préparé des slides sur la boucle des problèmes, mais là, je pense que ça va faire un petit peu too much. Du coup, on peut s'arrêter ici. Et je me suis dit qu'après, on peut faire l'atelier. Et peut-être je pourrais vous montrer des slides demain si on a un peu trop de temps. Juste avant qu'on fasse une pause, est-ce que vous avez d'autres questions? Même si là, on en a posé pas mal. Moi, j'ai une question. J'ai une question, Allez, Quentin. let's go. Je regardais au niveau produit. J'ai l'impression que la seule métrique, c'est le taux de refund. Mais si nous, on se rend compte qu'on a des participants, tu vois, dans le parcours, ils ont des problèmes, mais ils te les remontent pas. En gros, ils osent pas venir te voir. Et tu fais quoi dans ces cas-là? Comment tu gardes le contact avec tes clients qui justement te donnent pas d'infos et comment tu innoves sur le produit à long terme? Parce qu'un jour, tu as des concurrents qui vont faire la même chose pour moins cher, quoi. Bah, en fait, le truc, c'est que et c'est pas la seule métrique qu'on regarde, c'est la plus importante. Et c'est juste que c'est assez difficile de voir d'autres métriques quand tu n'as pas un coach individuel avec la personne. Et du coup, ce qu'on va regarder, c'est par exemple, tu vois, genre Thomas, il doit faire une customer interview par mois. Il doit avoir tant d'avis sur avis vérifiés. Donc ça, c'est des signaux faibles. Et puis après, tu vois les victoires. Nous, on regarde beaucoup les victoires du vendredi aussi. C'est Mais pour ça, prendre un peu le pouls. Après, évidemment, si quelqu'un il est en galère et qu'il te le dit pas, on pourra pas le voir. Ouais. Mais est-ce que ça vaut pas le coup de mettre en place des questionnaires de satisfaction au fur et à mesure du parcours, tu vois, pour voir où est-ce que ça pêche et où est-ce que ça, Moi, je pense justement, ça va que bien, tu vois. je pense que c'est en fait dans l'idée c'est vraiment stylé, mais dans tous les programmes où on a été, ils le faisaient jamais. Ouais. Et du coup, je me suis dit c'est que c'est vraiment une mauvaise idée. En fait, non, mais c'est parce que c'est une Ouais, question que tout le monde me pose tout le temps. Tu sais, genre, il y a des trucs genre les NPS. Ah, mais pourquoi vous faites pas ça? Alors, moi, je dis souvent, et je le dis tout le temps à ma team, pourquoi on fait pas ça? Parce que Sam Owens, il fait pas ça. Pourquoi vous faites pas ça? Parce que Cole Gordon, il le fait pas. Et en fait, faut pas penser que tu as pensé à un truc auquel eux ont pas pensé. Ça, c'est-à-dire que genre, les mecs qui sont obsédés par ça, ils ont sûrement retourné le problème dans tous les sens. Et s'ils le font pas, c'est qu'il y a une raison. À un moment, on faisait le truc du NPS, mais se dire, tu sais, on pose des questions et tout à la fin de chaque week. Ça peut être pas mal en vrai, mais je pense que ce sera pas game changer en fait. Ok. Non, mais pour l'innovation produit, tu vois, histoire de
Surtout quand tu es comme nous sur des niches où on défriche un terrain qui n'a pas été forcément très exploité, tu vois. Ouais. De ouf. Mais après, en fait, sinon, les plus grosses innovations, faut voir si elles peuvent pas venir d'autre part, tu vois. Je sais pas, peut-être ça ferait faire des coaching calls avec un avocat, tu vois. Ouais, J'en ouais. sais rien, tu vois. Ça, des fois, en fait, faut essayer de trouver l'input, tu sais, qui va avoir le plus petit input, qui va avoir le plus gros output. Et des fois, c'est pas faire plus de vidéos ou refaire des vidéos. Des fois, ça va être genre, ok, vas-y, on prend un deuxième coach, tu vois. Ou on fait, enfin, je sais pas, tu vois, mais c'est juste pour donner des idées. Et le NPS, c'est un peu surcoté, je trouve, ce truc. Le NPS, on l'a mis en place il y a 1 an et demi. Et le retour que je peux en faire, c'est que, en fait, quand ton programme il est bon, eh ben, ils mettent tous 10. Ok. Et en fait, aujourd'hui, ça nous sert juste à un peu nous se dire, bon, bah, le programme, il est toujours bon. En Ok. fait, ça casse pas, tu vois. Et de temps en temps, il y en a qui vont mettre un 7, un 6. Et quand il y a toujours une question pour leur donner l'opportunité de dire pourquoi t'es pas contente, bah, le seul truc auquel ça sert, c'est que ça désamorce un client insatisfait pour qui ce sera potentiellement un problème dans X mois. Ok. Mais au final, si on l'avait pas, bah, je pense qu'il y aura peut-être des problèmes dans X mois, mais ce serait toujours, je sais pas, une cliente sur je sais pas combien. Donc la réalité, c'est que c'était quand même assez galère à mettre en place, parce qu'il y a c'est beaucoup d'automatisation, et quand on n'aime pas ça, bah, c'est chiant à mettre en place, faut payer un mec. Bon, moi, j'ai kiffé le faire, mais en gros, rien que pour ça, franchement, le faites pas. Et au final, ce à quoi ça sert, bah, c'est juste de voir que ton produit il est bon. Mais je pense que, en fait, tant qu'il y a personne qui se plaint et qui, s'il a envie de se plaindre, il va te trouver, en fait. Got Donc, it. en fait, je pense que c'est pour ça que ça sert, enfin, que les gros gars, ils le Ouais. mettent pas en place, parce qu'en fait, ça sert pas à grand chose. Ouais. Et vous avez en plus, vous avez un système de CSM, vous avez des coachs, non? Un coach personnalisé par personne? Ouais, nous, notre livraison, elle est un peu différente de votre Ouais. modèle. C'est que ça repose sur le fait qu'il y a des one-to-one pour Ok. chaque cliente. Ok, non, mais intéressant comme retour, merci beaucoup. Et J'ai pas l'impression moi, que c'est un j'ai game changer. j'ai quand même la croyance que si vraiment ta valeur haute en tant qu'entrepreneur, c'est de créer un produit de ouf, prendre les feedbacks de tes clients, c'est quand même intéressant. Ouais. Et y a- les clients, quand même, osent pas souvent dire leur insatisfaction. En fait, quand ils demandent un iPhone ou quoi, c'est vraiment qu'ils sont pas du tout contents. Et les moyens contents, bah, en général, ils disent pas grand-chose. Et si Ouais, c'est vraiment tu veux faire un truc de ouf, bah, c'est à eux qu'il faut aller parler pour voir en moyenne comment je peux encore faire mieux. Mais voilà, Ouais, c'est vrai, c'est un bon point. C'est un bon point. J'espère. Non, il y aurait obligatoirement des choses à dire, hein. Moi, j'ai envie de faire des programmes parfaits, mais évidemment, c'est loin d'être parfait. Et même les meilleurs programmes qu'on a eu, il y avait toujours des choses à redire, évidemment. Mais oui, c'est vrai que ça peut être intéressant de mettre ça en place. Alors, nous, un petit truc en plus, c'est que pendant très longtemps, on envoyait un cadeau client. Eh, tu sais qu'on l'a fait aussi, ça. On utilisait Jeudi Merci, ça nous coûtait plusieurs milliers d'euros à l'année, alors qu'on faisait pas d'argent. Et du coup, on vient de l'enlever, en fait, alors que maintenant, on fait plus d'argent Ouais, qu'avant. exactement. Parce qu'on s'est rendu compte que ça créait pas plus de valeur dans le programme, en fait. Ça créait pas plus de résultats. Et ouais, voilà. Ah, mais Ça ramenait pas de clients, ouais. ça faisait rien en plus, en fait. Pour moi, ça c'est aussi quelque chose qu'on a mis en place à un moment. On avait fait un truc vraiment bien, un packaging super stylé, une carte super stylée, et on envoyait un livre en plus. Et en fait, ça changeait rien du tout. Donc ça c'est pareil, mais j'aurais dû me dire, Sam, tous ces mecs-là, ils le font pas, il y a une raison. Donc bon, si vous avez envie, si vous avez l'idée de faire ça à un moment, le faites pas, c'est pas utile. Ouais, mais ClickFunnels, ils le font. Mais je trouve qu'ils ont réussi à faire un truc de ouf, tu vois. Je sais pas, genre. Et moi, souvent, hein, il y a des gens de ma team qui m'ont dit, ah, mais pourquoi dans Ascension, on le fait pas? Et on pourrait, tu vois, mais je sais pas, je me dis, genre, le trophée ClickFunnels, c'est iconique, c'est trop stylé. Là, dans Ascension, je trouve, je sais pas, genre, on mettrait le focus pas sur la bonne chose. Mais dans l'idée, enfin, ouais, ClickFunnels ont réussi à le faire. Mais ça veut dire, en gros, ClickFunnels, c'est un logiciel de landing page pour créer des funnels. Et en fait, dès que tu fais plus de... Alors, avant, c'était plus quand tu avais fait plus de 100 000 euros grâce au funnel, tu avais un trophée. Après, tu as le trophée quand tu as fait plus de 1 million d'euros. Et c'était vraiment un trophée, on dirait un disque d'or. Et du coup, tu vas aux États-Unis et tu as Russell Brunson qui te le donne, celui qui a créé ClickFunnels. Et après, maintenant, tu as ceux qui ont fait plus de 10 millions et ceux qui ont fait plus de 100 millions. Et du coup, tu as des clubs comme ça, c'est les Tucoma Awards. Et c'est vrai que du coup, à un moment, c'était devenu c'est-à-dire que si tu avais ce trophée-là, tu pouvais pas le faker. C'était obligé que Russell te l'ait donné.
Et si tu avais ce trophée-là, ça voulait dire que tu étais très fort. Donc évidemment, un mec qui a le trophée des 100 millions, c'est pas stylé. Avec Edouard, je suis trop deck qu'on l'ait pas, mais on n'a jamais utilisé ClickFunnels parce que on trouvait l'outil un peu buggy. Ce qui est vrai, il marche pas très très bien. Du coup, on pourra pas avoir les trophées ClickFunnels. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils ont très bien fait. Mais des bêtes de marketing, ils sont très forts en marketing ClickFunnels. En parlant d'outils, j'ai une petite question sur ActiveCampaign. Pourquoi vous conseillez de prendre ça dès le départ? Parce que c'est cher et c'est quand même un peu galère, quoi. Ouais, bah après, je trouve toutes les solutions de mail, elles sont un peu nulles. Et ActiveCampaign, c'est vraiment galère je trouve, de changer d'email. Tu vois, de changer d'email provider. Et du coup, je me suis dit, bon, ActiveCampaign, c'est un peu cher, c'est un peu buggy, mais au moins, après, tu n'as plus à changer. Moi, il y a plein de trucs comme ça, genre, je préférais payer cher au début, mais après, tu n'as pas, genre, l'enfer de devoir changer. Tu vois, genre, Agicap, ça coûtait vraiment cher au début, peut-être pour... Enfin, moi, je croyais que c'était pas si cher que ça, mais je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je le prends et comme ça, on n'a plus à changer. Parce qu'après, genre, là, même si on a hésité à bouger de ActiveCampaign à HubSpot, etc., mais c'est un peu galère à faire, donc on reste dessus. Ouais. Ouais, non, mais en vrai, moi, je pense Close, hein. Close, en vrai, hein. Prenez Close. Non, mais parce que ce qui est bien, c'est que nous, on le maîtrise Close. Et du coup, dans toutes les vidéos, on vous montre comment utiliser avec Close. Et en soi, on fait beaucoup juste avec Close. Mais peut-être toi, tu avais fait le changement, non, il n'y a pas longtemps. C'est hyper bien, mais il faut être très fort, quoi. Ouais, il faut être très fort. Close, sincèrement, ça suffit. Regarde, ils gagnent 500 000 par mois, ils ont Close. Ouais, donc, HubSpot, il n'y a pas besoin. Non, c'est Et vrai. Close, vous aussi, vous l'avez. Je pense que c'est trop bien comme outil. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. C'est un CRM, c'est-à-dire que ça va enregistrer toutes tes conversations par mail, tous tes SMS. Tu peux appeler depuis Close. Tu peux envoyer des SMS depuis Close. En fait, quand un lead, il va laisser quand il va prendre rendez-vous, son calendrier va tomber dans Close. Et ce qui est super bien, c'est de se mettre des rappels. Tu vois, tu dis, ah, celui-ci, il faut que je fasse un follow-up avec lui. Tu vas te mettre un rappel et le jour du rappel, bah, tu reçois une notification dans ton Close. Nous, on l'utilise, c'est vraiment bien. Hein, c'est une machine de guerre. Mais c'est juste que les mecs qui sont plus autour de 4-5 millions par mois, je sais qu'ils sont tous sur HubSpot presque. Après, je connais aussi des mecs qui font 500 000 euros par mois qui sont encore sur Google Sheet. Hein. Donc, la tech, c'est vraiment. Non, mais c'est pour dire que la tech, c'est vraiment pas le plus important. J'ai une question sur la Sales Tracking Sheet. Vas-y. C'est ça, ce document, je sais plus d'où il vient, peut-être de chez Sam, non? Ouais. Et nous, on l'avait mis en place au tout début parce qu'on nous l'avait filé. Et en fait, on le fait plus. Et maintenant qu'on est en train de remonter une sales team, on se pose la question et à quel point c'est vraiment utile. De ce que je comprends, c'est utile pour le closer, pour qu'il puisse se review et tout. Mais je me demande, est-ce qu'il faut vraiment qu'on le remette en place ou pas? Ouais, très important. Parce qu'en fait, c'est pour le closer, mais toi, après, tu vas regarder ses stats. Oui, alors, pardon, on a un truc pour nous. Ouais. Mais c'est nous qui le renseignons à partir de leur OED. Ok. Ouais, mais après, je sais pas trop comment le sales il fait sinon pour regarder ses. Ben voilà, il peut pas. Pour l'instant, il peut pas chez nous. C'est pour ça que je Non, pose la nous, question. du coup, sales tracking sheet, c'est les mêmes. Et franchement, on a été dans le mastermind de Cole Gordon, hein, qui est le mec le plus chaud en closing, je pense. Et ces sales tracking sheet, ça ressemble quand même vachement à celles qu'on a actuellement et elles sont trop complexes, je trouve, et elles étaient moins bien. Donc, moi, je resterai dessus. Et c'est bien, hein, il faut les. Puis après, tu peux checker quand même, hein, parce que tu sais, nous, on va checker, genre, il a duré combien de temps ce call? Est-ce que tu as bien mis Non, les liens de recording, ils les mettent plus, mais moi, je les check, tu vois. Et après, tu as tu sais, genre, on regarde le conversion rate. En fait, on va checker différentes sources, tu vois, pour être genre la personne qui doit remplir des. On a plein de tracking sheets, hein, mais t'en as une où on va mettre le nombre de schedule call, le nombre de live call, etc. Et du coup, elle fait, OK, dans son EOD, il a dit qu'il y en avait tant. Mais là, dans cette tracking sheet, je vois qu'il n'y en a eu que tant ce jour-là. Et si je vais sur son agenda, je vois encore un chiffre différent. Donc, c'est quoi le bon chiffre, en fait? Donc, c'est pour ça, on a plusieurs sources différentes qu'on va checker. Moi, j'avais une question sur le script. Ah, donc là, on va partir sur les sales, hein. Ouais. C'était... moi, j'ai 2 points noirs, on va dire. Il y a des gens, je sais pas pourquoi, ils veulent tant être payés au success fee. Payer mon accompagnement au success fee. Sauf que moi, ça marche pas comme ça parce que moi, je leur donne la méthode, je leur donne les clés et après, évidemment, je les accompagne, mais c'est eux de le faire. Et en fait, je sais pas trop comment. J'ai des réponses par rapport à ça, mais j'ai vraiment quand même souvent ce retour-là. Alors évidemment, pour les thérapeutes, je sais pas, qu'est-ce que tu aurais comme astuce Ouais. Bah, je pense, comme on va parler de sales demain après-midi, on pourra vraiment aller plus dans le détail de tous ces trucs-là. Est-ce que là, vous avez d'autres questions plus par rapport à ce que vous avez vu? Ou sinon, moi, ce que je propose, c'est qu'on fait une petite pause quand même de 10 minutes
Et après, on fait un petit atelier. Et après, on termine la journée.